un hexagone MMA bouillant au Zénith de Paris, un Ares tout aussi bouillant à l'Adidas Arena, également à Paris, et un duel fighting que vous pourrez retrouver en direct sur Jab Life. C'est un énorme week-end pour le MMA français et Aldric Enerby est là pour tout vous dire sur ces cartes qu'on attend fort. Générique. Et Aldric, on se retrouve comme d'habitude dans nos studios record. Il y a double ration d'Aldric Enerby cette semaine. Il y avait trop d'actu. On l'a dit lundi, on fait un numéro spécial MMA français. C'est un énorme week-end quand même. Il y a beaucoup de choses. T'as pas assumé le béret, hein? Non. Toi, j'en ai pas, tout simplement. C'est toi avec ta garde-robe infinie qui peut avoir un béret. Moi, je n'ai pas de béret à la maison, Aldric. Et ma femme non plus. J'ai un poncho colombien, peut-être. J'aurais pu te sortir ça au max. Je vais venir en poncho. En poncho. On fera une émission spéciale Colombie. Un jour, je viens. Ouais. La prochaine fois que Javier Reyes, le combattant colombien, tu sais, qui était au Dana White, là, il combat, vas-y, je viens en poncho. Donc, les gars, hashtag Herbiné en poncho. C'est dit, c'est donné. Ok, j'aime bien. Je sais même pas si j'en ai un à ma taille, d'ailleurs. Faudrait que je vérifie. Parce que on en a un pour le chien. C'est terrible, parce que je suis en train de te Tu vas mettre le poncho du chien? Non, mais il faut que je vérifie. Je suis même pas sûr d'en avoir un, en fait, moi-même. Écoute, on verra bien. Je trouverai un truc colombien pour ce jour-là. Donc, comme d'habitude, abonnez-vous, YouTube, Instagram, tous nos réseaux sociaux, faites grandir cette communauté, faites avancer ce bousin. Le rappel, bien sûr, Jab IQ, jab-iq.com, la Fantasy League de MMA gratuite pour faire vos pronostics gratuits sur les événements UFC avec des cadeaux à gagner, bien sûr, le pack Metal Box, T-shirt, short, gant box à gagner tous les mois. Les paris sont ouverts sur l'UFC 327. On vous a fait la preview lundi dans Aldric Enerby si vous voulez aller écouter ce qu'on pense de tous ces combats. Et on remercie notre partenaire pour cet épisode qui nous accompagne dans le développement de la chaîne, Yam Nutrition. On n'a toujours pas résolu. On ne sait toujours pas qui a volé le Virilis. Non, on ne sait pas où il est. Je dis, c'est la fête. Tu sais, comme sur Insta, on m'a même posé la question. Quand même. Quelque part à Nice, c'est la fête en ce moment. Quelqu'un a du Virilis. Quelqu'un s'éclate. Donc, vous avez les produits sur la table, bien sûr. Yam Nutrition qui vous accompagne au quotidien pour optimiser vos performances, améliorer votre récupération. Moins 15% de réduction sur l'ensemble du site. Le code, c'est JAB15. Vous retrouvez le lien de la boutique dans la description de l'épisode et en commentaire épinglé. Merci à Yam et allez vous procurer leurs produits très très cool. Aldric spécial MMA français, je le disais dans l'intro. Première sur Jab Life, samedi soir. C'est pas nous qui allons commenter, parce qu'on n'a pas pu s'organiser en termes de studio et tout ça, mais on vous diffusera Duel Fighting. Duel Fighting, c'est la petite organisation de Savoie avec Charles Navillo notamment. Petite qui monte. Qui monte fort, qui propose des très belles soirées. Notamment, ils ont un système de bonus dégressif selon le finish. Ils ont répondu à nos attentes parce qu'ils font du scoring en live. Déjà. Aussi, eux, ils font de l'open score. Et ça, faut saluer. Parce que je trouve que c'est, d'un point de vue de tactique, c'est absolument merveilleux. Et tu as raison, ils font un système de bonus, ils font un système où ils habillent aussi les shorts avec les sponsors, mais en genre d'IA, tu vois. Donc c'est très, très avancé ce qu'ils font. Ils ont une plateforme où tu peux, si tu veux aider les combattants dans leur développement de carrière, tu peux donner un peu des petits gains. Enfin, tu vois, tu peux faire, c'est comme une sorte de tipser, ouais. Ouais, exactement. Tu peux donner des tips aux combattants que tu vois dans la soirée. Donc c'est très, très cool. Et donc le bonus dégressif, c'est qu'il y a un bonus au début du combat et il descend au fur et à mesure des minutes du combat, et plus le finish est tôt, plus le bonus est haut. Il y a beaucoup de bonnes idées. Regardez ce truc-là, il faut s'en inspirer, et vous allez voir que la carte en plus est très solide. Ouais. Donc, c'est le numéro 6, c'est samedi soir à la Halle Olympique d'Albertville, et donc je le disais, à partir de 19h, ce sera en live sur la chaîne de Jab Life. Vous pourrez retrouver cet événement en live. Au commentaire sera Carla Moussou et Lucien Jahan. Donc vous aurez toute la carte en live. On vous proposera aussi sur nos réseaux des petits best-of, les petits finishes, tout ce qui aurait été beau. Mais profitez, c'est la première fois qu'on fait ça. On a fait un live sans images sur Gana Spinal, Aldric. Et là, vous aurez toutes les images de Duel Fighting numéro 6 en direct d'Albertville et donc en direct sur Jab Live. Surtout, soyez au rendez-vous samedi 19h sur la chaîne. T'as raison, c'était une belle carte. Dommage, on a perdu Khalib Mastori qui devait combattre. Il en a parlé sur les réseaux. Il a eu un staff, c'est ça? Ouais. Ça arrive. Mais tu sais, je fais une aparté de 10 secondes qui est extrêmement intéressante. Ça fait 2 ans qu'on se casse la tête et qu'on se la gratte sur les staphylos. Et je reçois plein de messages aussi de mecs qui me disent « Ouais, mais comment on peut essayer de lutter contre ?» Et j'espère en tout cas qu'on a trouvé la solution. Donc on vous présentera ça sur le New Boxing Squad. Parce que en fait, staphylo, c'est pas qu'une question d'hygiène de tatami. C'est une question d'hygiène du tatami, évidemment, et c'est une question également de ventilation. Donc on fera un petit post pour vous expliquer ça, mais c'est extrêmement important. Je rappelle, dans 1 mois, ouverture de la nouvelle salle. Et on a essayé de baisser ce risque de 95% dans ce qu'on a étudié en termes de ventilation, de CTA
et de lutte contre le staphylo avec des filtres et une installation qui vient des hôpitaux japonais à la base, qui est produite par Panasonic. Donc voilà, on tiendra au courant sur l'efficacité, parce que moi je suis transparent. Pas parce que le truc vaut plus de 140 000 euros que je vais dire que c'est parfait si ça ne l'est pas. Donc on vous tiendra au courant de la suite et des bienfaits que ça peut générer, en tout cas pour l'athlète au quotidien. Moi qui vois l'évolution des travaux du nouveau Boxing Squad, en effet, de temps en temps, oui, il y a des grosses machines installées au plafond déjà, qui sont là et qui vont notamment aider à ça. Donc, en effet, tu pourras expliquer un peu plus précisément quand ce sera en place et que la salle sera ouverte. Le staphylo, en tout cas, de source sûre, il se développe dans l'air et par rapport à la température aussi. Donc du coup, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais la salle sera climatisée, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'énorme chaleur. Ça, plus les filtres qui sont là pour recycler l'air, devrait normalement avoir une réponse très favorable sur la lutte contre les staphylos. Ça, c'est un truc très important, parce que regarde, Kalim, Benoît, Manon, on avait eu un aussi. Voilà, c'est un problème récurrent. C'est un problème des amateurs. Les parents me demandent souvent, ouais, mais le staphylo, ils ont peur pour leurs enfants, ce qui est logique. Donc j'espère qu'on va pouvoir apporter une réponse ultra positive là-dessus dans le mois qui vient. Rendez-vous au mois de mai pour l'ouverture de ce nouveau Boxing Squad, et on vous l'avait déjà dit sur Jab Life, mais il y a un petit coin studio de podcast. On ne vous en dit pas plus pour l'instant, mais des choses vont se faire là-bas. On ne sera plus seulement à Ricordia, avec Justine, bien sûr, qui est toujours là avec nous. Justine, c'est la famille, elle reste avec nous tout le temps. Bien entendu. Et Kalim, donc, forfait pour ce duel fighting, mais on sait qu'il est déjà focus sur la ceinture du PEF dans sa catégorie des moins de 84. Le 5 juin, gros combat. Johan Morero, c'est un énorme combat. Donc, ce combat au PEF, il va être incroyable à voir, donc rendez-vous pour Kalim. 2 très grands combattants et hâte de voir ça. 9 combats pour l'instant sur la carte de duel fighting. Et je sais que Charles m'a dit, donc au moment où on enregistre, il m'a dit qu'ils étaient en recherche d'un 10e. Enfin, ils sont en train d'essayer de voir pour en finaliser un 10e. Il y a 3 combats pro, notamment. Kevin Choupa de la Team Apache contre Anthony Nantois de la Snake Team qui fait ses débuts pro. Robin Chantegrel de la Old School contre Morgan Tong de la Tactical Fight Team à Toulouse, qui lui aussi fait ses débuts en pro, et Arnaud Muller contre Lucas Frère, donc ça, 2 combattants qui sont à 0-3 et 2-4 en carrière. Donc c'est les 3 combats pro de duel fighting, avec les bonus dont je vous parlais à la dégressive sont plus hauts pour les pros, normal. Je crois que le premier, il commence à 2000, le deuxième à 1000, le troisième à 600. Et chez les amateurs, 6 combats également. On aura notamment Rémi Rousseau du NR Fight contre Noah Caruso de FMC du côté de Clément Marcoux à Palavas. Très gros niveau, ça, les deux. Ouais, gros niveau. C'est le main event amateur. Enfin, c'est le dernier combat amateur prévu sur la carte. Demba Ndao de la Tactical Fight Team, une nouvelle fois. Membre de l'équipe de France. Tamine Mohammadi. Membre de l'équipe de France, Demba. Je l'avais eu l'année dernière au championnat d'Europe. Donc aussi, pareil, gros talent. C'est des combattants, là, tout ce que je vous dis, qui ont beaucoup d'expérience chez les amateurs. Demba, c'est 30 combats. Oui, exactement. 28 en carrière amateur. Le combat d'avant, ils sont aussi. Il y en a un qui est à 18 combats, l'autre qui est à 15. Tamine Mohammadi est qu'à 5 pour l'instant. Mais en tout cas, c'est des gens qui font pas leur début amateur, loin de là. Donc, il va y avoir du spectacle dans la Halle Olympique d'Albertville et sur Jab Life. Aline Guy contre Adam Sitch. Ablo Samake contre Samuel Allard. Quentin Herman contre Thomas Muris du Boxing Squad. Ouais, Thomas qui fait son 2e combat suite à son opération des croisés. On revient doucement, mais sûrement. Très bon niveau. Et tout est fait crescendo pour réintégrer l'équipe de France l'année prochaine. Parce je rappelle qu'il avait eu une rupture des ligaments croisés avec une greffe du tendon quadricipital. Donc, il s'est très bien passé. Et après une petite halte dans les pays scandinaves, il fait son 2e combat là, suite à son opération. Et on passe le bonjour à Thomas ainsi qu'à Théo, bien sûr, son frère, les frères Muris, qu'on suit depuis quelques temps déjà sur cette scène amateur. Et l'ouverture de la carte, ce sera Mathis Guillon contre Zakaria Zwin. Donc, très belle carte. Duel fighting, c'est des beaux combats. N'hésitez pas, je sais qu'il y a beaucoup de MMA français ce week-end, mais c'est encore une autre carte à apprécier et à observer en direct sur Jab Life. C'est surtout gratuit sur YouTube. Gratuit sur Jab Life. On est bien quand même. Rendez-vous samedi 19h pour ce duel fighting numéro 6. Aldric, on va rentrer sur Hexagone et Ares bien sûr, mais d'abord des petites news qui vont concerner aussi le MMA français. On est vraiment dans une émission totale MMA français. D'où le béret. Ça a été tout le béret. T'as pas la baguette sur notre miniature. J'ai fait mettre la baguette à Louis, à qui on passe le bonjour, qui nous fait les mignards. Marinière, béret, baguette. Marinière. On a la marinière. Manquait que le bleu de Chine et on était parfait. On est fabuleux. Donc ça a été officialisé, c'est Marcel Dorf qui l'a dit, donc quand Marcel Dorf, tu sais, dit une news de combat, on est dedans, on est bon. Pat Sabatini, l'Américain qui affrontera William Gomis le 9 mai à l'UFC 328, et c'est pas facile du tout, Aldric. Gros combat. Après,
voilà, c'est son 6e Oui. à William. 7e, il est à 5-1 déjà. Voilà, au William. bout d'un moment, c'est logique. Hein. Ouais, bien UFC, sûr. C'est pas facile. Sabatini, c'est 8-2 à l'UFC, Aldric. Il reste sur 3 victoires chez P. Mariscal. Johan Anderson Brito, que Gomis avait également battu. Jonathan Pierce, 4 victoires sur les 5 derniers. La seule défaite sur les 5, c'est Diego Lopez. Ouais, Ça va, c'est des ça a bien vieilli, défaites qui vieillissent bien. William, je l'ai dit, il est à 5-1. On l'avait eu dans Grand Nento il y a quelques temps, si vous voulez aller revoir l'interview. Son dernier combat, Robert Rouchala, c'est la victoire par décision à Paris, vous vous en souvenez, l'UFC en septembre dernier. Ouais, énorme combat. Combat, moi, il me hype beaucoup d'aller voir ce combat-là. Et Sabatini, il a fait aussi beaucoup de grappling. Il était champion au Fury en grappling. C'est un vrai gros client, notamment au sol et en grappling. Ah oui, attends, il a battu Herbert Burns, le frère de Gilbert, en grappling. Il a battu Joe Solecki. C'est solide, Sabatini. Après, c'est toujours pareil. Peut-être que sur le papier, il y a un petit avantage sur le grappling, mais déjà, William, il est très dur à finaliser. Et déjà, attrape-le. Parce qu'il boxe en reculant et c'est très dur. Donc, je pense que le match-up est assez compliqué aussi quand même. Parce que... Ah, il est compliqué pour Sabatini. Ah ouais, bien sûr. Pour William comme pour Sabatini. C'est toujours très compliqué. Parce que c'est un master-chef aux échecs, tu vois, William. Les déplacements sont étudiés, il défend bien la lutte, il recule et il marque ses points. Donc, si tu t'exposes trop, tu rushes, il te punit. Si tu le take down, ça peut marcher, hein, parce que, rappelle-toi, il y a eu des frayeurs. Mais il est dur à finaliser. Et derrière, il repart. Donc, c'est pas facile comme combat. C'est pas facile. Non, et t'as raison sur ça. Et puis, il y aura beaucoup d'enjeux, je pense, parce que je l'ai dit, avec la série sur laquelle il est, Sabatini, tu gagnes. Là, on va commencer à parler top 15. Bah ouais. Oui, on va commencer à parler top 15 pour William. Donc, c'est un énorme enjeu. Ce sera à Newark, UFC 328. Après, Sabatini, vraiment, c'est un mec de Philadelphie. Dédicace à Franck Gastambide qui est fan de Rocky, mais c'est surtout sparring de Sean Brady, c'est grosse équipe de très gros niveau, et c'est pas des mecs du jiu-jitsu, c'est vraiment lutte et jiu-jitsu, ils savent lutter les mecs. Mais William, c'est pas un cadeau sur ce genre de match-up, et c'est quand même, il est très très compliqué à manœuvrer, mais très gros combat. Et Sabatini sera un peu plus chez lui, parce que c'est Newark, New Jersey, mais c'est la côte Est. Hein. Philadelphie, c'est bien sûr. C'est quoi? C'est 2 heures, près, un peu moins, 3 heures de route. Ouais, quoi. Ça doit être ça. Ouais. C'est tellement grand leur pays que sur la carte, ça paraît pas loin. Mais en fait, c'est 3 heures. C'est au sud de New York. Donc, Philly, c'est au nord. Ça doit être 2h30, 3 heures. En tout cas, plein de force à William. Bien sûr, on aura le temps de le preview. Celui-là, belle carte, surtout. C'est sur la carte de Chimaev Strickland, on le rappelle. Imagine l'exposition. Et de Van Taira, désormais. Donc, grosse carte pour nous Français, puis au global. Ça arrive vite, c'est le 9 mai, donc on en reparle très vite. Mais plein de force à William, et c'est un gros combat qui attend notre Jaguar. Pour les News MMA français aussi, on a vu passer Oumar Sy en photo dans la salle de Nicolas Hoth. Alors, j'ai pas d'infos. J'ai pas demandé ni à Nico, ni côté Oumar si c'était à long terme, si c'était pérenne. Moi, j'avais juste une remarque à faire, c'est que je pense qu'on en a parlé. Je pense que c'est pas un mauvais choix, s'il installe un peu. Je l'ai dit, l'ATT, il y a beaucoup de choses bonnes. Je suis pas sûr qu'il soit la priorité à l'ATT. Ouais, t'as raison. Et puis surtout, quand il y a eu une déconvenue, c'est toujours bien de rebondir. Donc voilà, on connaît la qualité de coach Nico. Donc, et on rappelle ce que disait Julien Casier sur les Titi, sur le grappling, transformer les grappleurs en... J'adore Julien, mais je suis pas à 100% d'accord avec ça. Non, mais il y a un truc que je vois un peu, qu'on a vu un peu avec Gamrot un temps, qu'on a vu... Voilà. Et c'est possible que, comme tu connais les qualités d'Oumar en grappling, c'est possible qu'il y ait eu un peu de ça, quand même. Moi, je le vois un peu comme ça. Ouais. Toujours MMA français, on en a parlé lundi, Aldric. On parlait de la montée de Poatan Pera pour affronter Cyril Gane. On rappelle 14 juin, titre intérimaire des lourds à la Maison-Blanche. Et on a vu passer une photo de Pereira. On dirait un rugbyman, Aldric. Ça confirme totalement ce que tu as dit lundi. Il y a quand même un grand point d'interrogation sur est-ce que... Je sais pas s'il fait le bon choix. Voilà. C'est pas du sumo, hein, le MMA. Et prendre du poids pour prendre du poids et sans calculer les facteurs d'explosivité et d'endurance au final, parce que le cœur, c'est le même. Tu vois, est-ce que le cœur, il est capable d'encaisser cette surcharge pondérale subite? Je sais pas non plus. Tu vois, je rejoins un peu, ça c'est un peu scientifique, mais ce que disait Axel Sola sur ton interview, où il dit j'ai l'impression que j'ai plus de cardio à 70. Je crois que c'est sur ton interview qu'il le dit, hein, je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et c'est vrai en vrai. Parce que je te dis, les capacités cardiaques, le poids influe dessus. Donc ça, plus la vitesse, moi j'ai un gros doute. J'ai un gros doute sur... Après, si ça avait été un autre match-up, c'était pas idiot. Sur un mec qui voulait lutter notamment, il y avait de l'intérêt. Mais avec Cyril Gane,
Je fais quand même Je suis pas sûr du plan. Je fais quand même une dédicace à mon ami Pipa, à qui on faisait notamment des Jab and Hook sur la chaîne, qui me disait, c'est quand même marrant, c'est que c'est une des premières fois où le mec qui monte va être le moins mobile des deux. Tu vois, c'est quand même spécial comme truc. D'habitude, c'est l'inverse. Je suis pas sûr du plan. Après, c'est le résultat qui compte, on verra bien, tu vois. Mais pour le moment, tant mieux pour nous. On va pas dire non. On va pas dire non si c'est comme ça que ça se passe. Je suis pas sûr du plan. En tout cas, il y en a un qui est traumatisé, c'est Jerry Prochaska, au micro de RMC Sport. T'as pas vu quand ils lui ont demandé un peu de son avis sur Poatan contre Gann. T'es là, c'est pas un adversaire classique, c'est un autre type d'adversité. Il faut être très concentré. Tu sens que les deux KO. Alex, il est toujours mystique. Voilà, ça là, ouais. Tu verras un mec qui se retranche dans une cabane dans la forêt, à part Miyamoto Musashi. Non, mais tu vois, tu sens quand même que les mecs qui ont affronté Poatan, ils savent que bon, tu l'apprends, c'est chaud, quoi. Donc, tu vois. Le seul qui en a redemandé. Ça les a bien marqués, quoi. Le seul qui en redemande, c'est Strickland. Hein. Tu sais qu'il se part beaucoup avec lui, quand même. J'aimerais bien voir ça, tiens. Mais Strickland, moi, des images de sparring que j'ai regardées, quand même, c'est solide. Je pense toujours qu'il va se faire ragdoll par Chimaev, mais ça, on en parlera dans un deuxième temps. Mais debout, c'est quand même solide. Hein. Et on s'écarte un peu du MMA français pour les dernières actus de cette fin de semaine. On en avait parlé lundi, mais en fait, j'avais pas la confirmation de l'info. Je pense que j'aurais pu la trouver parce qu'il avait dû l'annoncer avant, en fait. Mais depuis, j'ai vu la confirmation. Tu as fait un gros travail journalistique, il me semble, entre les deux émissions. Cub Swanson. Il y a d'autres choses à dire après. Oui, tout à fait. Mais là, on reviendra au MMA français. Okay. Mais pour l'instant, Cub Swanson, c'est l'ADR, ouais. Et c'est en effet officiellement l'ADR. 45e combat en carrière. 42 piges. Ce week-end, 42 ans. Et surtout, c'est là où je voulais, parce qu'on peut prendre 3 minutes pour ça, c'est le dernier représentant du WEC. Ouais. L'ancienne organisation spéciale. Racheté en quelle année, tu te rappelles ? Racheté, alors, elle ouvre ça naît en 2001. La fusion définitive avec l'UFC est 2010, mais ils sont rachetés fin 2006 par l'UFC. Ensuite, donc ils sont rachetés, mais ils continuent. Exactement. Okay. L'UFC, c'est en 3 temps, parce que l'UFC, fin 2006, ils les rachètent et ils enlèvent tout de suite, parce qu'à l'époque, il y avait encore Super Heavyweight et Heavyweight. Ça, ils enlèvent. Ouais. Ils enlèvent direct. Ensuite, fin 2008, début 2009, ils fusionnent, parce qu'ils avaient encore à ce moment-là Light Heavyweight, Middleweight et Welter, donc moins de 93, 84, 77. Décembre 2008, janvier 2009, ils fusionnent avec les rosters de l'UFC, ces 3 KT, mais ils gardent Lightweight, parce que ça n'existe pas encore à l'UFC. Oui, Bantamweight, ça, ils gardent les 3 petites KT. Et le WEC finit ses 2 dernières années de vie, on va dire, avec ces 3 petites KT. Les 3 champions, quand même, à la fin du WEC, c'est Anthony Pettis, José Aldo, Dominique Cruz. Ça a bien vieilli, ça va. Elle est belle, quand même. Et c'est l'occasion, comme c'est le dernier combat du dernier représentant de cet orga, de rendre un hommage à cet orga-là. Les noms, quand même, vite fait, que vous sachiez les noms qui sont passés par là, mais on parle de Jens Pulver, on parle de Mike Brandt, de Miguel Torres, Dominique Cruz, je disais, Uriah Faber, Cowboy Cerrone, José Aldo, Chad Mendes, Carlos Condit, Korean Zombie, Anthony Pettis, Benson Anderson, Demetrius Johnson, Joseph Benavidez, Dustin Poirier, Frank Shamrock, Nick Diaz, Shael Sonnen, même qui est passé par là, Gilbert Melendez, et d'autres encore. C'était quand même, c'est toute une époque le WEC. C'est que ça fait quand même quelque chose de voir le dernier représentant s'en aller. J'ai envie de te répondre, le WEC était un peu dans les petites catégories, ce que le Pride était, alors sans le show, mais c'était une très grosse orga avec des match-ups hyper spectaculaires. On rappelle que le coup de pied retourné tornado sur l'appui sur la cage, c'est au WEC. Tu sais que c'est le dernier combat, c'est le WEC 53, et c'est le main event. Donc la dernière image du WEC, c'est le coup de pied sur la cage de Pettis à Anderson. T'imagines ? C'est fou. En termes de spectacle, cette orga était folle. Non, incroyable. Et donc, Cub Swanson, il commence là-bas à 23 ans. Tu l'as dit tout à l'heure, il a 42. Il commence au WEC 26. J'ai noté quand même, le WEC, c'était des cartes quand même de fou furieux, quoi. Le WEC 26, le main event, c'est Carlos Condit, John Alessio. Et le co-main event, Uriah Faber, Dominique Cruz. Normal. Ouais, c'est lourd. Hein. Co-main event. Lourd le truc. Hein. Co-main event normal. Et son dernier combat, c'était au WEC 52, donc l'avant-dernier événement à Cub Swanson là-bas. Le main, c'était Uriah Faber, Takeya Mizugaki. Et sur la carte, il y a Chad Mendes, Joseph Benavidez, Demetrius Johnson, Dustin Poirier. Lourd. Extraordinaire. Voilà, c'est toute une époque du MMA aussi qui finit avec le WEC. C'est l'époque, pour les nostalgiques, c'est l'époque un peu King of Cage aussi. Oui, il y avait le King of Cage qui avait des cartes lourdes aussi. D'ailleurs, je crois qu'il vient du King of Cage. Attends, mais ouais, c'est ça. Il vient du King of Cage Cup. T'as vu la transition ou pas ? C'est l'orga dans laquelle il est avant. Le WEC avait fait un seul pay-per-view, ça m'a fait marrer de le noter, le 48 avril 2010. Le main event, c'est Aldo contre Faber, petite featherweight. Le co-main event, c'est Benson Anderson. On sait s'il avait marché ou pas ? Cowboy Cerrone. J'imagine que non. Je pense pas que ça avait fait. En plus, c'est quelques mois finalement avant la merge, mais Aldo Faber, Anderson Cerrone.
C'était Ça quand valait même le des coup cartes. de mettre un billet quand même. Ouais, Là. c'est quand même des cartes fabuleuses Ouais. quand tu regardes avec le recul. Et en dernière news, j'avais pas vu passer dans sa conf à Etienne Wing quand on a fait. J'ai revu le combat, c'est quand même sur la façon dont il défend, même le striking, c'est quand même Non, c'est extraordinaire. fort. Dans sa conf, il a dit qu'il était intéressé par Alexandre Topuria. Take my money. Alexandre Topuria et Etienne Moi, Wing. j'aimerais bien qu'il arrête de bosser quand même avant d'aller prendre des grands noms. Bien sûr. Je te jure. Mais t'imagines ce combat là? Ouais. Et un truc sur lequel je voulais te faire réagir, Guilherme Cruz, journaliste de MMA Fighting, journaliste brésilien très connu, qui dit que l'UFC n'a pas de plan pour un événement au Brésil en 2026. Le Brésil qui est quand même le pays du MMA par excellence. Parce que, malgré, en plus l'UFC Rio, il dit avec Oliveira Gamrot, le dernier a plutôt bien marché, mais pas assez de profit sur la billetterie, pas de side fee, donc tu sais que maintenant, les villes qui accueillent l'UFC, souvent elles payent pour accueillir l'UFC, donc le Brésil ne paye pas. Donc l'UFC aurait décidé, enfin à l'heure actuelle où on parle, il n'y a pas d'événement en 2026 au Brésil. Franchement, le truc, quand tu as 1 milliard par an, par an, tu peux pas ne pas aller au Brésil, quoi, non? Moi, je te dis la vérité, c'est des events que je fuis, moi. Le Brésil et l'Australie, donc bon, normalement, ça m'arrange. Pour tes fighters, mais pour la culture MMA, Brésil. Évidemment. Tu vois, tout ça parce que t'as pas de side fee. Après, tu sais, on va pas faire une émission là-dessus parce que notre communauté s'y retrouverait pas, mais c'est un pays qui va vraiment pas très bien. Bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Et donc, bien sûr que la billetterie... il n'y a pas de profit à la billetterie, pas beaucoup. C'est comme tu vas pas faire un événement au Vietnam parce qu'aujourd'hui, ça vit pour 200 balles par mois, quoi. Non, mais par contre, quand même... Le salaire moyen, tu vois. Là où j'étais étonné quand j'ai vu sa news, c'est que quand même, le Brésil, on le répète depuis quelques semaines, c'est aujourd'hui, avec les États-Unis et le Mexique, les 3 gros marchés de Paramount. Paramount est déjà là. Donc ils auraient pu dire, eux aussi, les mecs, on met 1 milliard, on est au Brésil, venez une fois. Ne serait-ce que pour tu vois. hyper le truc. Mais est-ce que tu as vraiment besoin d'hyper le truc? Je sais pas. Mais tu sais que ça m'a rendu triste. La dernière fois, je soulevais un truc sur les défenses de championnat et les mecs qui perdaient leur ceinture. Il y a un mec, j'ai oublié ton nom, je suis vraiment désolé de la communauté, qui m'a envoyé une petite étude pour corroborer un peu ce que je disais. Là, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui a envie de se mettre là-dessus, je serais curieux vraiment de voir le pourcentage en hommes et en femmes de Brésiliens à l'UFC dans le roster. Chez les femmes, je serais Chez les femmes, on dépasse les 50%, je spécule, mais j'en suis quasiment sûr. Et tu sais qu'à mon avis, chez les hommes, on dépasse les 25%. J'en suis sûr aussi. Mais s'il y a quelqu'un qui a le temps de le faire, en commentaire, envoyez-le moi par Insta ou même à Herbie. J'aimerais bien voir le pourcentage. Ouais, je suis preneur aussi. Et mes dernières news quand même, parce que ça te montre comme le MMA, tu vois, est aussi quand même toujours en expansion dans le monde. Tu sais qu'il y a le WU, tu sais l'organisation. Il y a Topuria, mais il a fait rentrer qui? Il a fait rentrer Ronaldo aussi, je crois, c'est ça? Cristiano est aussi actionnaire, plus ou moins. Tu sais que donc ils sont à Valence ce week-end pour la WU 29. Ouais. Ils sont à la Roig Arena de Valence. Ils sont sold out à plus de 12 000 billets. Ouais, mais c'est plus que le PFL Madrid. Je pense que l'Espagne... Gros pays en développement de MMA. Gros je pense pays. vraiment. Ouais. L'Espagne, l'Italie, ils arrivent l'année prochaine, l'UFC, si je dis pas de bêtises. Ils en parlaient. Mais l'Espagne, il y avait eu... C'est le LFA qui est venu en Espagne aussi. Là, le PFL, donc le WO fait mieux que le PFL. Toujours ce fantasme d'avoir l'UFC qui vient avec Topuria. Il y a un gros développement de l'autre côté des Pyrénées. Je pense que l'Europe, globalement, l'Italie qui est en train de s'ouvrir aussi, t'imagines France-Angleterre, Italie-Espagne, on les attendait pas parce qu'au début de l'UFC c'était plutôt la Suède, l'Allemagne, mais c'est en train de bien se développer. Hein. Ouais, il y avait l'ouest de l'Europe même, je crois, à une époque. Ouais. Enfin, tu vois, c'était plus ces pays-là. T'as raison. Écoute, c'était plus, tant mieux pour nous parce que c'est à côté de la maison. Ah bah, on est bien, hein, des petits UFC ou des gros événements en Espagne sous le soleil, même si on est bien ici aussi à Nice, mais on est pas mal là-bas. Mais en tout cas, gros succès pour le WO 29 ce week-end. Après, il sait faire. On voit qu'il y a la patte un peu Topuria derrière. T'as les joueurs du Real Madrid, de FC Barcelone, sur les trucs. C'est quali, hein. C'est quali. On peut dire ce qu'on veut. Le show est quali. Et ils sont je sais pas s'ils gagnent de l'argent. Et ils sont sur le Fight Pass. Et c'est pour ça que j'allais dire ça. Je sais pas du coup s'ils gagnent vraiment de l'argent. On sait que, rappelez-vous l'ARES, le temps qu'ils ont mis pour que ça devienne rentable, ou je ne sais même pas encore aujourd'hui si cela est rentable, mais en tout cas, c'est quali. En tout cas, voilà, gros rendez-vous. D'ailleurs, en fait, là, on passe sur les événements français, mais en fait, c'est un énorme week-end de MMA. Ouais, il y a des cartes de partout. On vous a parlé même du PFL aussi. Là, le WO en France, c'est la folie. UFC 327, il y en a plein d'autres dans le monde. C'est un des plus gros week-ends de l'année en MMA. Si vous êtes consommateur de toutes les orgas, faites rien d'autre ce week-end. Tu vas me donner la nausée. On va s'en envoyer combien ce week-end? Là, tu viens de me rappeler qu'on allait regarder 20 heures de MMA ce week-end. 20 heures, t'es gentil, à mon avis. Je te jure. 20 heures, t'es gentil. Donc, on sera en France. Et c'est la passe des
dès vendredi soir et samedi soir. On va commencer par samedi soir. C'est ce que j'ai mis en premier sur On commence par samedi. On commence Très par bien, samedi. Alexandre Exactement. En vrai, j'aurais pu faire dans l'autre sens. T'as raison. Ouais, Parce que je sais pas. Parce que c'est vendredi. Non, ça... tu vois, tu viens de me convaincre. C'est vrai que mon conducteur était mal fait finalement, puisque on va prendre dans l'ordre chronologique. Ah ouais. Donc vendredi soir, Adidas Arena de Paris, Arès, 40, avec en main event Paulin Béguet, Mustapha Diakhaté pour le titre des moins de 93. Avec l'accent et tout, bravo. Le 2, je l'ai tenté. Ouais, j'ai bien aimé. Titre vacant, puisque le 1 s'était terminé sur un nul, on rappelle. Le co-main event a sauté. Tu parlais tout à l'heure un peu de mes petites recherches. Il est fort. Moi, les gars, vous ne savez pas la chance que vous avez d'avoir un Alexandre Hervinet dans votre vie. Vous Donc, ne savez pas. Le co-main event, c'était Delphine Benwesh contre Andressa Romero, la brésilienne, pour le titre vacant des moins de 52. Donc, annulation, puisqu'il y a quelques heures au moment où on enregistre, c'était hier, on enregistre mercredi, c'était mardi, Delphine annonce qu'elle est obligée de se retirer du combat. Je cite exactement ces mots: « Je me dois de rater la carte de Paris alors que c'est de loin mon public préféré. Ce fut une décision difficile, mais il le fallait. Je vous en dis plus d'ici quelques jours. On se voit bientôt. » Déjà, il n'y a pas de notion de blessure. Avant que tu parles, quelque chose me dit qu'on ne verra pas Jade Joran, Delphine Benouage. Ça s'est compliqué. Ça s'est compliqué fortement. Et donc, elle parle pas de blessure. Donc tout de suite, quand même, ça me titille un peu. Donc je vais faire mes petites recherches et j'ai tapé The Ultimate Fighter 2026 sur Google. Et là, tu tombes sur la page de l'UFC qui a une page pour candidater. Les combattants, ils peuvent candidater en fait à The Ultimate Fighter. Ils ont un formulaire qu'ils remplissent sur Internet pour décider, pour porter candidat. Et puis s'ils sont sélectionnés, ils peuvent venir faire l'émission aux États-Unis. Donc quand tu tombes sur sa page du TUF 34, qui sera le premier sur 34e édition, donc qui sera le premier sur Paramount, tu découvres que les candidatures, elles étaient jusqu'au 27 mars. Et que les 2 catégories qui sont en jeu cette année, c'est Bantamweight masculin, moins de 61, et Strawweight féminine, moins de 52 kilos, féminine. La caté de Delphine Benwesh. Et ensuite, tu vas voir le formulaire et on t'explique que les finalistes seront sélectionnés le 3 avril et qu'ensuite, ils doivent se rendre disponibles pour venir à Las Vegas et y rester, je cite, approximativement du 6 avril au 13 mai. Delphine a annoncé son forfait le 7 avril. Voilà. Je veux pas vous dire, j'ai pas eu Delphine ou quoi pour me confirmer à 100%. Bon, hein. T'es bon, moi. Mais je peux vous dire ce qui va se passer. Delphine Benwesh va faire le teuf. Ouais, parce que le Dana White, c'est pas. Il y a peut-être que certains managers ont déjà reçu des contrats, mais moi, je suis toujours dans mon petit groupe de managers avec qui je travaille. Et personne n'a encore de contrat sur la saison qui arrive. Je pense qu'ils arriveront cette semaine, là, parce que la réunion des matchmakers, c'est le mardi, donc on est mercredi quand on enregistre. Je pense que ça va bouger là, le Dana White. Donc, ça me paraissait un poil tôt pour le Dana White Contender Series. Ah, je peux vous l'assurer, elle va faire le teuf. Elle va faire le teuf. Tout correspond en termes lourd, de timing. Et c'est super pour elle. Elle top. Succède à Norman Parisi. C'est une vraie opportunité. Je suis quasiment sûr que personne n'avait fait le teuf après Norman. Pour moi, non. Mais... Il y a Ibra Mané et Manon qui avaient fait la version sud-africaine, The Fighter, mais la version UFC. Il y avait Mehdi Bagdad. Je dis une bêtise. Je suis quasiment sûr que Mehdi avait fait le teuf. À rechecker. Checker. C'est pas, en plus, je te l'avais déjà dit, moi, le teuf, j'ai pas regardé toutes les saisons, je t'avoue. Mais je t'avoue que depuis que. Là, je vais assis à Delphine, on va tous regarder. Oui, on va regarder. On fera même peut-être une émission récap chaque semaine, parce que c'est une française, c'est lourd. Mais j'avais un peu lâché, moi aussi. On sera à fond. Enfin, non, franchement, vraiment, cette saison, si c'est le cas, et moi, je vous le dis, ça va être le cas, on sera à fond. Écoutez les prédictions. Alexandre Hervinet. Et puis, c'est une super opportunité, quoi. Parce que non seulement tu peux avoir un contrat à l'UFC à la fin, mais tu as une émission. C'est les 4 derniers aussi qui signent en général. En général, c'est les 4 derniers. Et tu as une émission pour te faire connaître, quand même. Tu vois, tu vas passer, tu vas être semaine après semaine avec les Quoi qu'il fans arrive, de l'UFC. Le choix, et bravo à sa team de management aussi, parce que ça augmente la valeur du fighter. Ouais. Voilà. Ça, c'est autant le Dana White, pas forcément, autant le TUF, ça augmente la valeur vénale du fighter. Et ses futures bourses. Et sa demande sur le marché, parce qu'il y en a plein qui veulent se taper un TUF s'il n'est pas à l'UFC. Donc, quoi qu'il arrive, c'est un très très bon move. On n'a pas les rosters, donc on ne sait pas. Mais là, on va étudier. Je te prédis qu'il va y avoir la moitié brésilienne. Ouais, bah oui, ça, de toute façon, comme tu dis, c'est leur pipeline direct pour les KT féminines. Mais donc on ne sait pas contre qui elle sera, mais plein de force à Delphine. Et on sait qu'elle a les qualités pour pouvoir aller chercher le contrat derrière. Là, on regardera et on fera un récap, peut-être, je sais pas, un récap hebdo du show, ça peut être cool, non? Ouais, ça peut être pas mal. Et je sais pas, j'ai même pas sur la page du TUF et sur le formulaire, puisque j'ai même cliqué sur le formulaire. Tu voulais t'inscrire? Je pouvais m'inscrire. Mais quoi, en homme, tu pouvais t'inscrire, non? Bah, moins de 61, je suis pas mal. Hein. J'ai pas beaucoup à cutter là. Et la longe est folle. La longe est folle.
Bon, faites-moi pas rencontrer Etienne et Wing quand même, ça va mal se passer, cette histoire. Et donc, oui, ce sera le teuf. On n'a pas les... C'est énorme, hein, Ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas les dates de En diffusion. général, c'est télévisé au mois de juillet. Là, on a les dates d'enregistrement. Juin, juillet, c'est télévisé. Si on a bien compris, enfin, tu vois, ils disent il faut être à Vegas du 6 avril au 13 mai, donc tu comprends que c'est l'enregistrement à ce moment-là. Donc oui, ça semble C'est toujours la même chose. Ouais. Et on n'a pas non plus encore, c'est sans doute pour ça qu'on n'a pas les line-up, on n'a pas les coachs. On ne sait pas qui va coacher cette saison encore. Ça devrait arriver. Bah, je reprends les mots de Delphine. Hein. Je vous en dis plus d'ici quelques jours. Je pense que d'ici quelques jours, on aura beaucoup plus Grosse news, bravo. sur ce qui va se passer. Donc Delphine Benwesh est out de Alexandre RS40. Aviné et qui est Élise Lucet, Mais enquête et investigation. Élise Lucet, j'adore. Les refs. Celle-là, c'est pas trop boomer, elle est encore là, elle est encore dans l'actu. Donc pas de co-main event, enfin c'est plus celui-là pour notre carte. Est-ce que c'est Alexis Nicolas qui devient co-main? Ça peut ressembler ça à ça. devrait, non? Oui, ça peut ressembler. Ceci dit, ils ont le choix, je veux te dire. Ça peut ressembler Parce à que ça. Modibo... Attends, cette carte est ouf, on va en reparler là, mais sinon il y a Modibo, mais sur l'ordre de trucs, c'était Alexis Nicolas. Je pense qu'en termes de hype sur en plus ses débuts et tout, je pense que ce serait plutôt Alexis. Tu sais que moi je suis extrêmement fan de Modibo. Oui, bien. Il vient à Nice tous les ans. Je parle pas en qualité coach, de combattant. Malik que j'adore aussi, mais ouais. En tout cas, Paulin contre Moustapha, Paulin Beg et lourd, Moustapha Diarraté, c'est le main event, le titre vacant. C'est lourd. Moins de 93, la revanche, donc le nul, c'était en septembre dernier. Diarraté n'a pas recombattu depuis. Lui, Begay, il a mis un KO à Georges Gritko, c'était en décembre. En fait, il devait y avoir la revanche en décembre. Moustapha s'était blessé, donc elle a été reportée à cette date-là. Le premier combat était tendu. Le deuxième, on sent que les deux, quand tu vois les interventions médiatiques, il y a une petite rivalité, ça s'envoie les petites piques et on sent que les deux sont extrêmement motivés. C'est un combat qui va envoyer fort, Aldric. Ouais, comme on en parle souvent, je pense que sur les revanches, il y a un très gros travail du coaching. Souvent, je dis 10%. D'ailleurs, il y en a plein qui s'étonnent. Ils me disent, mais comment ça que 10%? C'est beaucoup 10%, Alex. Et souvent, moi, je dis que le coaching, c'est 10%. Sur une revanche, on va monter ce pourcentage pour moi à 20 ou à 25. Parce que là, il y a l'étude de ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps au final. Et les combattants n'ont pas vraiment le temps de progresser en quelques mois comme ça. Donc du coup, il y a sur le game plan, sur l'approche, la distance, les feintes, le jeu, enfin, tout ce qui va être mis en œuvre, c'est très intéressant de voir que les adaptations des deux. Et ça, par contre, moi, je me languis, vraiment. Attends, Aldric, la porte s'est ouverte. Non mais frérot, ça n'a absolument aucun sens. Il y a quelque chose de lunaire qui est en train de se passer. J'ai pas envie de tout casser. Mais donc, Justine. Alex, je t'apporte un truc. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as commandé à bouffer? Donc, alors, j'ai un gros problème, Aldric, je t'en ai déjà parlé. C'est que on enregistre, tu le sais, autour des midi 13h toutes les émissions. Et j'ai jamais le temps de manger avec la préparation des émissions. Donc, je crois que j'ai eu une surprise de la part de Daily City qui m'a ramené aujourd'hui un plat à manger. C'est quand même fabuleux. Elle va sortir ou je vais pas? Superbe. C'est bon. En plus, tu avais avec quand même une livreuse d'une qualité exceptionnelle. Moi, en fait. Exceptionnelle. La meuf, elle fait tout maintenant. Elle livre, elle boxe, elle fait l'émission. On a dit polyvalente ou pas? Refaire mon... Attends, mais ils m'ont mis super bien. Mais ils m'ont mis super bien. Sandwich royal. Le sandwich est aussi gros que l'avant-bras d'Herbie. Sandwich cru. Oui, t'as plusieurs... Une salade avec de la burrata. Mais je vais jamais avoir le temps de tout manger. Cosmopolite, donc le kebab cosmopolite. Parce qu'en plus, quand ils nous ont contactés, je leur avais dit que je mange pas souvent de kebab et j'aime bien, Aldric. Voilà. Attends, j'ai des boissons aussi, mais c'est extraordinaire. Ah, mais ils m'ont mis très très bien. Ils m'ont mis très très bien. Donc voilà, des kebabs par Cosmopolite qui est rue Beaumont et rue des Lilles à Nice. Donc j'ai un kebab royal, Aldric. Un kebab Frodite. La salade à la fin de l'émission, peut-être que je te la pique. Un quai truffe galette, un kebab burrata et un kebab bueno. Je pense qu'ils ont. Je pense que la burrata, je te le. Je pense qu'ils ont complètement cru. Tu vois, tu avais parlé tout à l'heure que je pourrais faire bantamweight. Ils ont complètement cru que j'étais heavyweight là, parce que le nombre de sandwichs qu'il y a, je vais finir par exploser. Donc on remercie beaucoup Daily City qui nous a fait l'honneur d'être partenaire aussi de cet épisode d'Aldric Herbie. Aldric, je vais poser ça. On va cutter, je vais manger. Hein, on va cutter, okay, je vais manger. Mais fais-nous ça. On voulait mettre en avant donc Daily City, qui est un service de livraison française et équitable, Aldric. C'est sans commission, en fait, sur les restaurants. Donc vous pourriez y croire que c'est un peu comme les plateformes que vous connaissez américaines, mais pas du tout. Donc le prix des produits n'est pas gonflé comme sur ces plateformes-là. Tu commandes directement sur le site au restaurant de ton choix, ton restaurant préféré. Il y en a plein sur l'appli. C'est local. Il y a à Nice, bien sûr, comme j'ai dit là, mais il y en a beaucoup de villes de France. Vous pouvez retrouver sur leur site Daily City. Et directement, tu es livré par un livreur indépendant
qui est partenaire de la plateforme Dailycity. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Le resto, il ne paye pas la commission comme sur les plateformes. Donc, il est mieux, il gagne plus aussi. Le client, comme il n'y a pas les commissions, les produits sont moins chers sur la plateforme par rapport à d'autres plateformes. Et le livreur, parce qu'il est mieux rémunéré avec un montant notamment basé sur la distance. C'est plus de 2500 restaurants partenaires sur toute la France, Eldrick, dans plus de 30 villes. Ça existe depuis plus de 5 ans. 15 000 livreurs indépendants qui sont associés avec Dailycity. Donc rendez-vous sur dailycity.com ou l'application Dailycity directement si vous voulez profiter de ça comme moi qui vais me régaler. Bon appétit, mon Alex. Merci beaucoup, Eldrick, tu vois. Et ils ont pas blagué. Moi, je pensais que j'allais avoir un kebab s'ils m'emmenaient un kebab. Là, c'est la folie. Et donc, peut-être une je vais te la taxer salade burrata qui va tomber dans l'escarcelle de Monsieur Cassata. Donc, on remercie Dailycity pour nous avoir fait cette belle surprise, me permettre de manger pendant ces épisodes. Et on revient à nos moutons, Eldrick, le main event de la RS 40 ce vendredi soir, Adidas Arena de Paris, Paulin Béguet, Mustapha Diarraté. Tu as parlé de tes faits de revanche et du coaching qui très intéressant. Faire évoluer un combat numéro 2. Comment tu vois ce combat numéro 2 justement? Un peu compliqué. Je pense que en fait, là, Paulin et Mustapha, ils peuvent faire des ajustements. Donc, les deux ne sont pas limités. Je trouve que... Est-ce que tu es en train de grailler pendant que je parle? J'ai pas pu résister. Cette émission n'a absolument aucun sens. Merci, Justine, pour cet apport. Vas-y, je vais quand même continuer. Continue, je vais faire ça en discret. Fais donc ça. Donc, autant j'ai trouvé que Mustapha avait une dépense énergétique trop importante sur le premier affrontement. Donc, il y a du travail à faire là-dessus. Paulin, j'ai bien aimé ce qu'a dit Fernand. Déjà, on retrouve un Fernand en ce moment. Il a repris un peu la parole. Et il redit des choses et je pique un petit truc qu'il a dit qui m'a paru très intéressant, qui disait est-ce qu'il faut perdre de l'énergie pour défendre la lutte ou est-ce qu'il faut capitaliser sur le sol de Paulin? Je trouve ça très intéressant, dangereux. Il faut toujours il y a toujours une prise de risque dans un combat. Et donc voilà, en fait, en gros, Fernand, il est en train de nous dire qu'il y a sa patte sur la revanche. Voilà ce qu'il est en train de nous dire tout simplement. Et donc, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Mais attention, je suis prudent parce que Mustapha aussi, il a des ajustements à faire. Il y a les coins, il y a l'importance que j'ai doublé. J'ai dit, elle passait aux alentours de 20-25%, ok. Mais il y a aussi comment vont gérer. Ils vont gérer la pression, ils vont gérer l'entame de combat. Donc, ce fight est fou. Et on se souvient que dans le premier, quand même, on avait trouvé qu'il y avait eu un déficit à un moment, un peu de cardio. Ouais, parce qu'il est parti trop vite, c'est ce que je te disais. Tu penses c'est vrai? Tu étais occupé parce que tu n'as pas trop entendu, tu étais en train de manger ton machin Dailycity. Excellent, le kebab royal de Cosmopolite, je vous le conseille, n'hésitez pas. Mais ouais, c'est vraiment le point, tu penses, sur lequel ils ont le plus insisté dans la prépa? Pour résumer et vulgariser un peu le truc, il y a est-ce que Mustapha doit gérer différemment son énergie et toujours essayer de finir Paulin? Ça, c'est 1. Et 2, est-ce que Paulin doit gaspiller entre guillemets de l'énergie pour défendre la lutte ou il doit l'accepter et aller au sol? Il y a ces deux trucs-là. Il y a les coups au corps de Paulin qui sont intéressants aussi. Non, il y a pas mal de... Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on pourrait... Il y a beaucoup de scénarios. En fait, c'est vraiment un combat, ça. Paulin, je pense que dans la durée, il est meilleur, mais il faut se farcir d'acquitter sur les 10 premières minutes et c'est compliqué. Donc ouais, il y a un très très gros sujet sur ce combat qui m'intéresse énormément. Et magie du montage, Eldrick, le sandwich est terminé, c'est bon, j'ai pu manger. Et tu vois, j'ai quelque chose dans le ventre pour faire l'émission. Tu as repris des couleurs. Des couleurs, des forces. Je peux peut-être faire phaser, en fait. Après le nombre de kebabs qu'il y avait dans le sac. Merci encore à Dailycity. Donc, tu parlais de ce combat, de ce main event. Le co-main event a sauté. Alexis Nicolas, peut-être possible, en tout cas, qui prenne la place de cet avant-dernier combat. Alexis Nicolas, on rappelle, c'est l'ancien champion du One. Il avait conquis sa ceinture contre Régiane Hercel, et c'est pas du tout n'importe quoi quand vous connaissez le pied-point Régiane Hercel, qu'affronte l'anglais Jack Woodward, qui est un partout dans sa carrière pour ses débuts en MMA. On sait qu'Alexis a fait sa préparation, il est depuis quelques mois du côté de la Hatch Academy, avec beaucoup de travail avec Saladin, avec Fabakary Diatta, dont on parlait lundi, enfin voilà, avec toute cette équipe Hatch, Arnaud Templier. Boris Johnston, oui. On parle... C'est pas parce que je suis un ancien du MMA, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de ces gens. Quand je dis on, c'est pas nous, hein. C'est dans la généralité. Les gens, ils savent même pas qui est Boris.
qui est un ancien combattant qui avait déjà compris l'importance de la lutte et de la défense de lutte. Et je pense que, je sais pas, hein, mais je pense que c'est lui qui s'est occupé des transitions pour Alexis, même si Alexis doit sûrement avoir son propre coach de sol. Et on va dire, allez, pour être totalement honnête, il a quand même un casting un peu plus favorable que Vienno, même si après, Jimmy, c'était son troisième. C'était son Là, troisième. c'est son premier. Exactement. Je pense que Woodward n'a pas le même degré de lutte que l'adversaire italien de Jimmy. Néanmoins, on va voir un petit peu s'il est resté sur ce qu'il faisait au One, c'est-à-dire un pied-point pas statique du tout, hein, mais on sait que le format percussion, il y a juste à se méfier des percussions, donc il n'y a pas cette distance de lutte, et ils se permettent du coup des choses en clinch, en collar tie, qui sont un peu différentes du MMA parce que le mec peut te plonger dans les jambes. Donc on va quand même voir ces adaptations, comment elles ont été faites et avec quel degré de précision et d'investissement. Néanmoins, je pense, je ne veux pas dégoûter un peu les gens qui vont regarder, mais je pense que Woodward est un très bon match-up. Oui, de toute façon, tu as raison. C'est sans doute pas le même niveau de lutte que l'Italien contre Vienno. Bon, il sait Woodward. Hein. Il sait que de toute façon, son seul game plan, c'est d'essayer ça. Je connais pas. C'est quoi, c'était Cagliardi d'ailleurs le nom? Oui, Cagliardi. Je connais pas, je vais pas te mentir, je connais pas Jack Woodward, tu vois. J'ai pas, Quelques combats amateurs, 1-1 en pro. Voilà. J'ai regardé vite fait avant l'émission. Ouais, c'est pas la lutte, sa qualité première. Mais c'est le seul chemin qu'il peut prendre parce qu'on va être clair et net. Sur le papier, debout, il va se faire pulvériser. Hein. Alexis Et Nicolas, il le sait. Qui vient aussi de la savate à la base, debout, ça peut éteindre la lumière à tout moment. Enfin, c'est un niveau énormissime, Ouais. comme l'était Jimmy, comme l'est d'ailleurs Jimmy. Donc, t'as qu'un seul chemin si t'es Woodward. Donc, s'il n'arrive pas à trouver ce chemin, c'est la seule interrogation du combat. S'il essaye d'aller vers là, est-ce qu'Alexis a la défense nécessaire face à son niveau à lui? Après, tu sais, des fois, moi, j'ai aucun doute avec le travail qu'il a fait ces derniers mois. Rappelle-toi, c'était qui avait fait ses débuts à l'UFC que c'était très mal passé? C'était Gokhan Saki. Donc attention, voyons voir comment Alexis va transitionner vers le MMA, comment il va gérer son striking. Et puis tu peux toujours avoir aussi, en effet, la mauvaise surprise, c'est de dire, ok, je dois encore plus bosser en fait pour être à ce niveau et avoir la défense de lutte nécessaire pour faire parler le striking. Mais Alexis Nicolas, si vous avez jamais vu, si vous suivez que le MMA, allez voir notamment les combats contre Hersel parce qu'il n'y en a pas qu'un. C'est un niveau stratosphérique. Enfin, c'est l'élite, c'est l'élite en pied-point. Et moi, il en parlait depuis longtemps. Je le recevais déjà au Fighter Club à l'époque de ses combats contre Hersel. Il en parlait de cette transition MMA. Donc c'est pas un truc qu'il a fait d'un coup sur un coup de tête. C'est réfléchi depuis longtemps. Il le veut, il le savait depuis longtemps. Je connais son côté travailleur et charbonneur. Moi, j'ai peu de doute sur le fait qu'Alexis Nicolas est très bien préparé pour vendredi soir à la J'ai envie de voir, moi. Je suis très content de ce combat. Ça va permettre de voir des choses et c'est très intéressant. Et ce ne sera pas le seul qui vient du pied-point à faire une belle transition ce soir-là, puisqu'on va partir aussi du côté des femmes, avec Sarah Moussadak, qui, elle, a été challenger au Glory pour le titre des 121 pounds. C'était contre Tiffany Van Stost, et qui fait également ses débuts en MMA, et donc ses débuts chez Ares contre la Roumaine Maria Ingu, qui elle aussi a 1-1. Donc les deux adversaires des deux débutants en pied-point ont le même bilan. Pareil, si vous ne connaissez pas Sarah Moussadak, debout, ça peut faire très très mal dans les catés féminines, Aldric. Ouais, en plus on sait que là, je crois qu'elle combattait au-dessus en pied-point. Là, c'est en flyweight. Non, en dessous, justement. Elle était à 121. Okay. Enfin, quand elle était c'est pareil, 121. Oui, il y a 4 points, il y a 2 kilos d'écart. Ouais, mais il y a de la... Tu sais, aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même moins de place. Soyons honnêtes. Il y a moins de place à 57 qu'à 52. Parce que le roadster et même le niveau. Le niveau, c'est pour moi, il y a pour ça qu'on était très confiant sur Delphine, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même plus facile à 52, et n'ayons pas peur des mots, encore plus facile en 61. Voilà. J'ai un peu vulgarisé le truc, mais c'est ce que je pense profondément. Néanmoins, 57, c'est de la place aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que de 20 à 40, c'est atteignable. C'est plus difficile le top 20 et le top 15 derrière, puisque dixième, tu as Wang Kang, donc c'est pas facile. Hein. C'est une fille qui a un gros palmarès de kick aussi, peut-être aussi bien, voire pareil que Moussadak, mais il y a de la place. Il faut pareil. Moi, j'avais eu son manager, mais les dates collaient pas avec Manon.
Elle voulait venir un peu à Nice pour s'entraîner avec elle. Oui, Donc, je pense. On en avait C'est toi, parlé. c'est toi qui avais fait Exactement. On en avait parlé avec son manager. Ouais. qui avait fait le pont, le lien. Parce Donc, que je crois qu'elle était aussi du côté du Canada, donc il m'avait dit si jamais Manon C'est est ça. dans le coin à ce moment-là, on ferait, Donc, ils se on ferait bien sont des choses donné les ensemble. moyens, à voir après. Et comme je te dis, Gokhan Saki, c'était un bon exemple. Moi-même, on n'a pas fait avec Hassan Ndam, malgré un investissement d'1 an, parce que c'est pas facile. Attention, c'est pas facile. Tu es au top dans un sport, de réinterpréter des distances, des surfaces de frappe. La responsabilité défensive, elle est différente après. Parce qu'il y a la lutte à mettre au milieu. Les distances sont différentes. Donc, c'est pas un pari gagné à 100%. C'est un pari qui demande beaucoup d'humilité, beaucoup de travail et qui peut ne pas marcher. Par contre, si tu y arrives et que tu fais parler ton pied-point et que tu fais C'est quelques très fort. highlights, bah, ça peut t'ouvrir des portes aussi très vite, notamment dans ces KT-là, même Oui. en 57 où c'est plus fourni que Ça peut 52 aller ou vite aussi. 61. Ouais. Ouais. Donc, à voir, mais c'est très intéressant d'avoir ces deux débuts Mhm. de deux grands noms, enfin, qu'on fait beaucoup de choses en pied-point et de voir ce que ça va donner dans la cage de la Je reste suis du côté d'accord de avec Paris. On a aussi Modibo Diakité, tu en as pas Diakité, Ouais, tu en as parlé tout à quatrième l'heure. combat pro. Quatrième combat pro contre Ryan Lezin, un Brésilien qui est aussi à 3-0. Il devait prendre un Arménien à la base, Alik Chian, qui était à 3-0 aussi. Donc il prend finalement un Brésilien puisque l'Arménien est forfait. Modibo, tu l'as dit, tu le reçois tous les étés à Nice avec Malik. C'est un super histoire. On connaît son histoire si vous suivez le MMA français. Et super combattant aussi, au-delà de ça. Travailleur, humble, attachant. Mhm. Malik, c'est pas le dernier des idiots. Il sait exactement comment les faire bosser. On va regarder les progrès qu'ils ont accomplis. J'avais trouvé un Modibo beaucoup plus posé sur son striking à son 3e combat. Là, c'est son 4e. Il s'est passé du temps entre les deux. Très exactement, il s'est passé octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Il s'est passé 6 ou 7 mois. Donc, c'est intéressant de voir les progrès qui ont été accomplis par le staff et par Modibo. On va regarder ça avec grand intérêt aussi. Ouais, c'est une carrière qui grandit chez les pros, donc exactement, à voir quels ont été le curseur des progrès ces dernières semaines. Le combat, pour moi, le combat un peu où tu connais un peu moins les mecs si tu suis le MMA de loin, mais qui est à mon avis est combat pépite de cette soirée-là, c'est Walid Masmoudi. 3-0, 3 finishes déjà en pro, qui est de la Hatch également, Academy, contre un Irlandais, Craig McGrattan, qui est passé par le Cage Warrior, par le WU, dont on parlait tout à l'heure en Espagne, qui est à 5-0, 4 finishes. Ouais. Quelque chose me dit que ce combat-là va envoyer dans les premiers combats du côté de l'Adidas Arena, Aldrich. La team KF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la team de Chris Fields, qui a fait The Ultimate Fighter à l'UFC, qui est une team très solide. Chris Fields qui avait un physique, qui était un cousin éloigné d'Alexandre Rabinet avec un corps de lâche, et qui du coup n'a excellé... Je me soigne à coups de kebab. C'est vrai, j'ai vu ça. Mais du coup, Chris Field n'a excellé qu'avec son niveau technique qui était exceptionnel. Du coup, ça fait un très gros coach, ça fait une très grosse équipe. C'est un mec qui a été au SBG pendant pas mal d'années, Fields aussi. Donc, j'aime bien voir les combattants qui nous sortent parce qu'il a une équipe quand même intéressante. Et c'est hyper, hyper intéressant, Alex, parce que quand même, donc Chris Fields, Léon Hill, Ryan Shelley, il y a du monde. Il y a du monde dans son équipe. Il y a des mecs. Puis de l'autre côté, Walid, il est dans une équipe où il y a du monde Très aussi. solide Il a aussi. aussi une bonne carrière amateur. Il a fait du 100% fight et tout. Et ses Très premiers combats pro étaient très solides avec ses 3 finishes. Ouais, moi, je te dis, je pense que ce combat-là, il peut être bonbon. Littéralement. Ouais. Je ne fais pas la traduction des adversaires de comment il s'appelle, de McGrattan. Mais il a battu un Italien qui s'appelle Fenocchio. Et non, mais ouais, le mec est allé au Cage Warrior. Et je vais être très honnête, son palmarès à lui, des mecs qu'il a battus, m'impressionne beaucoup plus que le Brésilien de Modibo. Là, il a battu des mecs solides. Il a battu des mecs qui avaient 20 combats pro, mais 13-8, 9-5. Il a fait le Cage Warrior. On sait que les match-ups sont jamais faciles. Il a fait le MMA Gala, qui est vraiment pas un gala facile. On le fait, nous, un petit peu avec Miguel Arroyo, avec Thomas Muris. C'est des mecs, les Scandinaves, c'est solide. Donc, il vient avec plusieurs orgas très difficiles où les match-ups ne sont pas du tout faciles. Il vient avec un palmarès vierge. Il n'a qu'une seule décision. Ouais. Et non, Walid Masmoudi prend un vrai défi sur cette carte de l'Ares et ça va être un combat très très intéressant à suivre. Et celui qui sort gagnant, il aura tamponné aussi une promesse d'avenir. Une promesse à d'avenir. 70, ça commence à être solide cette KT. Oh oui. À l'Ares.
Donc Walid Masmoudi contre Craig McGrattan, combat pépite du début de carte. Vous aurez aussi Wabi Ibrahim contre Mourad Kochoyan. Ça, c'est deux représentants aussi du MMA français avec 2 bilans à 2-1 pour l'instant. Ouais. Donc à voir qui va continuer à inscrire son nom positif dans cette carrière. William Loussala qui est à 1-0 contre Melej Yedo qui est à 1 partout. Et Djibril Sanga qui est à 2-1 contre Falou Diop qui est à 1 partout. Superbe carte, Aldric, Ouais, de l'Ares à l'Adidas Arena. rien à dire. On va se à part régaler. qu'on va regarder ça de façon extrêmement attentive. Exactement. Et le lendemain, puisque tu avais raison, il faut faire les choses dans l'ordre dans la vie. En vous remerciant. On sera toujours à Paris, mais on sera au Zénith. Donc on sera pas dans la même, pour ceux qui connaissent Paris. Il y en a un qui est plutôt dans l'Est, l'autre qui est plutôt dans le Nord. Et là, on sera au Zénith pour MMA Hexagone MMA 43. Un rendez-vous aussi très, très, très attendu. La grosse carte de début d'année pour le coup pour Hexagone MMA. Avec en main event Mathieu Leto Duclos, le champion des moins de 84, qui fait son entrée dans le tournoi à 100 000 € des 84 de Hexagone contre Ilian Bouafia, que Aldric connaît bien entendu, qui était au Dana White Contender Series il y a quelques mois, où il a fait remporter son combat, même s'il n'a pas eu le contrat, on le rappellera Ouais, il ne faut toujours. pas l'oublier, ça. Non, et qui a soumis au round avec un étranglement arrière, Leon Krajakic, c'était en février, pour le quart de finale du tournoi, et se qualifier dans cette demi-finale. Le combat est génial, et clairement, il y a une tension. Il y a une énorme tension, ça s'est beaucoup cherché. On en a déjà parlé ici. On a dit, moi, je ne suis pas forcément fan de l'ambiance qu'il y a autour de ce combat, mais ça fait qu'il est très attendu, avec les Ouais, Duclos Bouafia. Ils l'ont vendu. Après, faut pas qu'il soit. Ça reste du sport. Mais je me fais pas de soucis parce que je pense que Ilian il saura remettre le sport dans le contexte Ouais. et Mathieu aussi. Non, mais intéressant parce que tu sais, j'ai vu Daniel qui parlait, je crois que c'était au Fighter Club Sunday sur RMC, je crois, Daniel Warin, son coach, et qui disait il faut pas que Mathieu rentre dans un truc où ça devient trop personnel. Donc c'est Ouais, mais toi, c'est ton avis sans, aussi sans, côté. sans mettre de tacle à Daniel que j'apprécie beaucoup. Dire ça, mais dire avant que ça va être une boucherie, c'est participer aussi au côté émotionnel Je du vois. truc. Donc Mais moi, je voulais te demander, Ilian, toi qui le connais, tu penses qu'il va rentrer dans Non. ce truc très perso Non. ou... Non. Ok. non. Ilian, c'est un professionnel. D'ailleurs, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est pas mon travail qui va être mis en œuvre, même si j'ai bossé avec Ilian. Là, c'est le travail de Eli Kerich, qui est un très grand coach qui a été au Japon, Japan Japan Top Top Team Team et tout. C'est lui qui a fait la prépa d'Ilian. Kaya Et- Sakura. Hein. Exactement. Ouais. Donc voilà, c'est pas le duel de Daniel contre Aldric, c'est pas ça du tout qu'il s'agit, c'est le travail de Eli. Et bien évidemment, c'est Ilian Bouafia qui combat. Ce qu'il y a d'intéressant, et je trouve que les gens ont créé un raccourci trop rapide. Oui, il a pas signé à l'UFC, mais il a gagné son combat. Et aujourd'hui, Ilian, il a perdu quoi? 2 rounds? Il est toujours 3 invaincu. rounds dans toute sa Ouais. carrière. 8-0 tout là. Moi, je dis toujours 2. en carrière. Ouais. Exactement. Donc voilà ce que Ilian voilà les gens sur le nombre de rounds qu'il a fait et le nombre de finishes qu'il a. Voilà ce qu'il a perdu. Donc il y a pour moi, et c'est pas de l'affect qui parle, hein, moi je m'en cache pas, j'ai toujours dit en caméra, les rapports que j'entretiens avec les fighters, oui, je suis très proche d'Ilian et je l'apprécie beaucoup, et sa famille aussi d'ailleurs. Néanmoins, là, on fait un travail d'analyse. Je connais pas Mathieu. Il est venu une fois pour Karaté Bushido tourner une vidéo avec Virgile. Je le connais pas. Donc, je vais pas m'exprimer sur un truc que je ne sais pas. Moi, je regarde des combattants. Pour moi, je sais que Mathieu a fait un très bon camp et qu'il s'est très bien entraîné. Mais l'avantage sur le papier appartient à Ilian par rapport au nombre de rounds qu'il a gagné, par rapport à son adaptation. On sait qu'il a résolu des énigmes très compliquées. Je parle de Paulin Béguet. Là, on a fait le camp ensemble, donc j'en suis encore plus témoin. Donc, Ilian est un tacticien. Il sait gagner ses rounds. Et il est très dur à aller chercher parce que c'est pas qu'un striker. Oui, il y a Soueb Bouafia qui vient de la boxe anglaise et les Bouafia ont une vraie culture de l'anglaise, mais Ilian, à la base, il vient du judo. Donc en fait, si tu te précipites pour casser la distance et pour brûler, il y a un très gros judo derrière aussi qui vient de contrer. Il a cette carte-là dans sa poche. Ouais. Mais ça reste quand même, on avait dit la première demi-finale, Noveni Junior contre Jordan Engo, c'était la demi-finale des grappleurs. Là, c'est quand même la demi-finale Évidemment. des strikers. On est Mais il d'accord. est dur à manipuler parce qu'il a sa distance et si tu rentres trop tôt dedans, il a son judo. Donc c'est un problème à résoudre qui est très très compliqué. Et pareil, là en tant que spectateur, alors, bien sûr que là il y aura de l'affect, mais néanmoins, de voir comment ils ont travaillé avec Daniel, est-ce qu'ils sont restés eux-mêmes et ils ont dit bah on reste sur les qualités de Mathieu et on verra bien. En sachant qu'Ilian sait aussi lutter. Il est capable de rentrer dans les jambes si ça appuie trop les frappes et si les appuis sont trop durs. Donc voilà, il y a un très beau combat à avoir. Et je te fais un petit parallèle avec Cyril Gane parce que Ilian peut lutter.
si c'est trop proche. Donc, il y a quand même, je pense qu'il y a plus d'armes chez Ilian, mais le combat est extrêmement intéressant. Mathieu Leto Duclos, c'est solide dans cette KT. Oh à oui. l'Hexagone, c'est 7-0 à l'Hexagone. Il y a 3 défenses de titre. Le titre, il l'a pris il y a plus de 2 ans. Hein. C'était février Ouais. 2024 contre C'est un des Alexis meilleurs Fontes. middleweight français. La dernière, c'était en novembre contre Moachir Rocha. Il a fait aussi les Dana White Container Series. Alors, c'est la défaite contre Marco Tullio. C'était donc en Qui a bien vieilli, hein, c'est pas mauvais. Ah tout, bah oui, je te le Tullio, dis. c'est pas mauvais. Et c'était en 2024, ça. C'est donc l'année d'avant la participation d'Ilian Boifia. Qualifié, je l'ai dit, direct en demi, puisqu'il est le champion. On rappelle que le titre n'est pas en jeu dans les tournois. Ce sera pas une soit- défense de titre. que ce soit 70 ou 84 d'Hexagone. Il est très cool. En vrai, hein, au-delà de la tension qu'ils ont mis, qui fait que tu as un peu plus d'yeux qui sont concernés là-dessus, et ça se voit. Hein. Non, mais ils l'ont vendu leur combat. Moi, j'espère juste que l'enjeu sera sportif. Non, mais d'ailleurs, Voilà. quand je dis d'ailleurs, ils l'ont vendu, tout le monde l'a vendu après avec ça. Hein. Enfin, tu as vu la bande-annonce qu'a fait Hexagone. Mm. Hexagone, pour le coup, ils n'ont pas vendu un duel de striker. Hein. Ils ont vendu la tension qu'il y avait et les paroles qui se sont échangées. C'est ça qu'ils ont vendu. Et je les comprends. C'est du business à un moment pour mettre des gens dans les sièges au Zénith de Paris ce samedi soir. Mais il est très cool. Ce combat. Ouais. Il est très très cool. Et je trouve Ouais, tout- puis c'est rare. Hein. Ils sont quoi? Ils sont tous les deux dans le top 3, top 5 des meilleurs middleweight français. Ouais. Les gars, savourez cette occasion qui est de voir s'affronter deux des meilleurs middleweight français. C'est pas tous les jours. Avec comme enjeu d'aller affronter un mec, Noveni Junior, le Hongrois, qui est solide Ouais. aussi et qui va donner une finale, peu importe qui sera en finale, une finale, je pense, aussi explosive et incroyable. C'est un gros combat. Ouais. C'est un gros fight et c'est un vrai main event d'une soirée comme ça, je trouve. Tu vois. Ah, c'est très lourd. C'est Ouais, très, ouais. très lourd. C'est parce que des fois, il y a eu, et une nouvelle fois, c'est du business, donc on les comprend, mais il y a eu des fois des critiques sur les main events de Hexagone, quand ils mettaient par exemple Ouais. Paul Dena, parce qu'il était en début de carrière. Donc sportivement, tu avais des mecs en dessous qui pouvaient mériter Là, plus. les devoirs, ils ont été faits. Ça, Ouais. c'est un main event de grosse suis soirée de d'accord avec MMA en France. Ouais. Mathieu Leto Duclos, Ilian Boifia, ce sera le Lourd. dernier combat samedi soir de Hexagone MMA au Zénith de Paris. Avant ça, il y aura un combat pour le titre. On sera en moins de 93 avec Bafodé Gassama. Ouais. 4e combat pro. Un Bafodé qui est impressionnant depuis ses débuts pro, Ah oui. on va pas se mentir. Contre le Slovaque Lajos Pap, qui est à 7-2 lui. Il est déjà passé une fois par Hexagone. Il a aussi beaucoup combattu chez lui au RFA, Real Fight Arena en Slovaquie. Avec le titre, donc je le disais, en jeu chez ses moins de 93. Écoute, j'ai envie de te dire, moi je trouve que Bafodé, il est très 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 fort. Et je vois, tu vois, je le vois ce combat comme la consécration de Bafodé à Hexagone, quoi. Bah, c'est dangereux, c'est toujours un combat et c'est un bon combattant en face. Mais Bafodé, c'est très impressionnant au niveau du potentiel. Très clairement, on a une carrière qui est montée un peu plus facilement, on va dire, pour l'adversaire. On a vu qu'il a pris pas mal quand même de gars en négatif, Alex. Je veux dire, aujourd'hui, notre rôle, c'est d'analyser des cartes et ce qu'on est capable de faire. Allez voir la topologie, notre audience, elle est capable de le faire aussi. Donc, soyons clairs, aujourd'hui, des mecs en positif, il n'en a pas battu. Voilà, je vais être très clair avec toi. Mais il a de l'expérience. Donc ça, et on sait qu'à ces poids-là, c'est extrêmement compliqué. Donc sur le papier, ça doit être un combat confirmation pour Bafodé où il doit s'imposer. S'il ne s'impose pas, ça veut dire que je me suis trompé sur tout le bien que je pense, qu'on pense de lui. Tu sais que toi aussi. Donc sur le papier, il est clairement favori. Maintenant, c'est un co-main event, une tension, un aboutissement aussi, pour prendre la ceinture d'une orga majeure en France. On sait qu'après, il faut la défendre et que la suite peut arriver très vite, surtout dans cette KT. Complet. Surtout dans la 93 kg, Alex. Toi, tu connais les 84 avec Virgile, mais tu le sais, les 93, t'as pris une ceinture d'une orga comme Hexagone. Derrière, tout peut arriver. Surtout quand tu as un palmarès IMAF et que Ouais. tu vois, il y a des choses à dire. Quoi, Tu peux la défendre 1-2 fois, même avant. Ils ont un besoin. Il y a un besoin qui s'ouvre à un moment. Ouais. Dana White, on a besoin d'un 93. Hop, ils ont eu la candidature. Ouais. Vas-y, on essaye. Tu vois, ça peut aller très très vite dans ces et KT. voilà, donc je pense que là, la question n'est pas si Bafodé va s'imposer, parce que moi j'en suis persuadé. Ouais, moi La aussi. question c'est comment et avec la manière. Moi j'espère voir quelque chose de tranchant, fidèle à Bafodé, tu vois. Mais voilà ce que j'aimerais avoir une démonstration. Voilà, à 32 ans, c'est le bon moment là. Il faut accélérer, il faut faire mal à son adversaire. Il faut finir ce combat, mais bon, il l'a toujours fait. Hein. Je veux dire, round sur ses 3 premières. Ouais, je te dis, pour l'instant, Et- c'est un rouleau compresseur, Bafodé. Ouais, et puis, Bafodé, son seul adversaire qui n'est pas positif, c'est Coignon qui est en 2-2.
Et Kwon c'est solide. Hein. Je rappelle qui est Kwon, c'est Kader japonais. Et je peux te garantir que c'est extrêmement solide. Donc voilà. Hâte de voir ce combat et j'espère voir la manière chez Bafodé. Et je pense qu'on sera plus très loin avec un 4-0. Je pense qu'il lui restera 1 ou 2 combats à faire je te dis. avant de pouvoir accéder au très très haut niveau. 1, 2, 3 défenses et on n'est pas très loin de ça. Mais très intéressé aussi de voir Bafodé dans ce premier. En plus, combat à vrai gros enjeu. Tu vois, as une ceinture d'une orga comme Hexagone. Donc ça aussi, il faut le voir face à la pression, face à cette pression-là d'un combat plus important. Très intéressant. Le combat juste avant. Encore Malik, c'est là. Et son équipe. Extraordinaire. Ouais. Malik, je sais pas où il sera ce soir-là. Enfin, non, c'est 2 soirs décalés. Là où on sait, parce que c'est Arès où il sera commentateur et qui vivra le combat de Modibo au micro. Là, on sait qu'il sera dans le coin. Et tant mieux, parce que c'est un combat où il y a besoin de coaching. Là. J'ai dit une saucisse extraordinaire, puisque oui, c'est pas le même soir. Non, mais là, c'est un combat difficile. Moi, je vois. Et on va le proposer, parce qu'on donne le combat. Oui, j'ai pas dit. Et on confirme, puisque moi, j'ai eu Samba Sima donc, contre Jamshid Tilliaev. Pourquoi ce combat est extraordinaire? Puisque c'est la revanche de la finale des championnats du monde IMAF 2024, remportée par l'Ouzbek, par Tilliaev. C'est le championnat du monde où Samba met tout le monde KO, jusqu'en finale, où Tilliaev arrive à le contrôler, notamment au sol. Et vous retrouvez Samba Sima dans le dernier Grand Talk, vous pouvez toujours le découvrir. D'ailleurs, c'est son dernier amateur. À Tilliaev. Exactement. Son dernier amateur avant de passer pro. Et après, il bascule. Samba, on l'a eu dans Grand Talk, je disais, hyper intéressant, toujours à retrouver sur notre chaîne YouTube, et où il explique ça. Chapeau à Hexagone, c'est Hexagone qui est venu les voir, qui a dit on peut faire Tilliaev, on peut faire la revanche. Mathieu, bravo à Mathieu. Malik et Samba, let's go tout de suite. J'ai un truc à voir. Tu vois. Il me l'a pas dit exactement comme ça, Samba, mais si tu réécoutes ses réponses, on va vérifier un truc. Samba me dit tout simplement 3-0, 3-0 les deux. On va rappeler 3 finishes chacun les deux. Pour l'instant, 100% de finish pour les deux dans leur carrière pro. Samba était très en mode de me dire je pense que la façon de combattre des pros va beaucoup plus m'avantager que la façon de combattre des amateurs. Et il disait notamment, si tu te souviens de cette finale, que Tilliaev qui bloquait le jeu sans faire beaucoup de dégâts, ça peut marcher chez les amateurs. Puis le format. Chez les pros, il va mettre beaucoup moins de points. Et donc, tu vois, il se sent avantagé, non seulement par les progrès qu'il a fait depuis, puisque c'était en 2024, mais aussi par l'encadrement pro plus qu'amateur. Qu'est-ce que t'en penses? Les genoux au visage, l'épaisseur des gants, le fait qu'en professionnel, c'est les dégâts qui sont comptés et surtout tu dois travailler au sol. Aujourd'hui aux IMAF, le lay and pray est toléré. Tu te fais engueuler mais en 3 minutes tu peux tricoter un peu, ça va relativement vite, les gants sont plus épais. Clairement aujourd'hui le règlement IMAF et les juges IMAF ont tendance encore à avantager les grappleurs, lutteurs. Ça c'est une certitude. Et après, il y a une différence, tu vois, moi j'avais trouvé... Oui, la façon dont il a battu, je me rappelle encore très bien, c'est light et c'est du lay près, quoi. C'est-à-dire on takedown. Mais bon, en pro, il y a des impacts, il y a les coudes, donc c'est pas inintéressant. Et au moins, ça va effectivement de regarder qui a fait ses devoirs le plus depuis cet affrontement qui a quoi, maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans. Oui. Donc c'est hyper intéressant. Je sais plus c'est quel mois en 2024. Je vais te le dire, parce que c'est facile. Tilliaev, c'est son dernier combat amateur, donc c'est assez facile d'aller regarder ça. Il s'agit de novembre 2010. Ok. 2024. 10 novembre 2024. Ouais, 10 novembre 2020. Donc un peu moins. Ça fait 1 an et demi. Ouais, c'est ça. En gros. Et puis il y a eu une belle évolution. On sait combien Samba a été impressionnant dans ses 3 premiers combats pro, notamment le striking. On l'avait dit. Non, mais ça, moi j'aime, Alex, c'est prendre des risques, ça. Ouais. Tu prends un mec qui t'a battu. C'est génial. C'est génial. Samba, Malik, il faut les applaudir parce qu'il y en a plein au 3e combat qui brodent. On est d'accord. Ils font du calva. Prendre ce risque-là à 3-0. Ça bosse. Avec aussi le côté aussi mental d'un combat comme ça. C'est un mec qui t'a battu. C'est ça. Le mec qui t'a privé du titre mondial amateur. Moi, je valide et j'applaudis des 2 mains. Déjà, je sais qu'on appréciait et le combattant et le coach. Et le combattant et l'homme d'ailleurs chez Samba Sima, mais énorme coup de chapeau. Et c'est un combat qu'on a tous envie de voir, enfin vraiment. En plus quand tu as suivi sa carrière et que tu as suivi cette époque aux IMAF, il était intéressant aussi. Samba, il me dit à l'époque, comme il sortait, tu sais, il avait mis 3 ou 4 KO là, dans ce tournoi-là. Ouais. Et il me dit en fait j'étais trop confiant aussi. Il me dit Alex, je suis arrivé avec l'idée, je vais l'éteindre quoi qu'il arrive. Il y a la confiance, il y a l'état de fatigue, il y a le cut tous les matins. Les IMAF, c'est un marathon, Alex. Donc c'est hyper difficile. Et c'est vrai que la finale n'est pas forcément réaliste de qui est le meilleur, c'est de qui a fait le meilleur tournoi. En termes d'intelligence de combat, d'adversaire aussi. Donc non, ça va répondre à beaucoup de questions. Mais déjà, aller prendre un mec
qui t'a battu il y a 1 an et demi, il faut applaudir des 2 mains. Et c'est ça qu'on a envie de voir comme 4e combat pro chez un athlète. Bravo à l'Hexagone et bravo aussi à Malik d'avoir dit oui, parce qu'il y en a plein qui auraient pu dire ramène-moi un braise, s'il te plaît. S'il te plaît. Ramène-moi un braise. C'est Vite fait. Et c'est pas ce qu'ils ont fait. Non, et c'est très, pas le très cas bien. du tout. Et dans cette catégorie de 57, il y a des rankings maintenant, on rappelle chez Hexagone, il est numéro 2, Samba. Si tu bats Tiliaev, il n'y a plus grand. Le champion, on rappelle que c'est Romero dos Reis, le Brésil qui vient de battre Léopold Goua. Très expérimenté. Je crois qu'il a 30 combats en MMA. D'ailleurs, c'est 5 combats, non, la règle maintenant? Ouais, mais en fait. Avec ses vu combats les amateurs, ouais, et tu tout, peux avoir une. Tu peux faire une dérogue. Mais en vrai, Samba, il me l'a dit. Moi, son but cette année, c'est la ceinture. Donc, si tu bats Tiliaev là, Samba, il doit pouvoir faire. Il est prêt pour la ceinture. C'est lourd, hein, parce qu'il est fort, le Braise. Bah ouais. Moi, Non, mais ce serait dingue de faire Tiliaev, puis le Braise à 30 combats derrière. Ouais. Ce serait absolument phénoménal de Samba Sima. Ouais. Et donc, suivez très fort ce combat-là, parce que ça va être vraiment une des pépites de cette soirée Hexagone MMA. Avant, il y a un autre gros combat, en 57 aussi, Souil Areski, autre phénomène venu des IMAF, très talentueux, qui est à 2-0, qui fait son 3e combre pro contre Maximilien Valo, qui lui est à 7-5 en carrière. Et ils sont numéro 4 et numéro 3 de ce classement-là. Puis, là, c'est pareil. Hein, Younes et l'équipe de Souil, ils n'ont pas toussé. Hein. C'est le mec à 12 combats pro. Ouais. Le mec à 12 combats pro, il a 20 ou 30 combats de sambo. Ils ont parlé français, là. Bah, tu vois, c'est le thème, hein, un petit peu du podcast d'aujourd'hui. Ils ont parlé vraiment français. Et si tu mets pas, si Samba bat Tiliaev, mais que tu le mets pas tout de suite contre Romero dos Reis pour telle ou telle raison, le vainqueur de Areski Valo, il a une tête aussi d'adversaire possible pour Samba. Hein. Ouais. Ce qui serait, on rappelle qu'ils se sont affrontés 3 fois, Samba et Souil, chez les amateurs. Je suis d'accord. Mais ouais, là, c'est lourd quand même. Hein. C'est très, très lourd. Mec, Les 2 combats de 57. Le mec, il a pris Léopold Goy. Non, il a pris du monde. Il a pris du monde. Hein. Comment il s'appelle Valo. Ouais, donc, bien sûr. Très gros test. Très gros test, très gros combat. Et pareil, combat pas facile à imaginer. Je pense que Souil est favori. Moi aussi. Par son côté, en plus. Moi aussi. Souil, c'est un vrai. Enfin, si vous l'avez suivi depuis les amateurs, c'est un vrai phénomène, vrai garçon très talentueux. Mais Valo, c'est solide. Tu vois, il va pas rouler sur Valo, quoi. Donc, s'il roule sur Valo, c'est qu'il est exceptionnel. Voilà. Ou alors s'il roule sur Valo, on a une autre discussion. Moi, je pense qu'il en est capable, mais c'est un combat très hypant. Très hypant. Vraiment, ces 2 combats de 57 là, tu vois. Ouais. Le main et le co-main, c'est déjà top. Et juste avant, tu as 2 combats hyper hypants en 57. On aura aussi Christopher Odena contre Alix Jean-Guillot. Le combat des quadras. J'ai pas dit EHPAD, t'as vu, parce que quand même, c'est des Français. J'ai pas envie tu respectes. Mais le combat des quadras. Mais qui va être un combat sympa aussi. Ouais, ils truquent pas les deux. Hein. Alors, je peux te dire que les deux, ils viennent se monter en l'air. Donc, très intéressant, les quadras. Et en ouverture de carte, un combat de début de carrière avec un Tchèque, Michal Jelinek, qui est à 2-0, qui affronte Mathieu Zimborski, qui est de Sciences du Cas, du côté de Marseille, et qui, lui, est à 1-0 dans sa carrière. Il y a aussi une carte prélim avec quelques autres combats pour faire un peu monter la sauce. Mais une nouvelle fois, hein, comme la veille, hein, on est sur un régal, quoi. Popcorn. On est sur un régal. Popcorn. On regardera les deux, on regardera le duel et ça, mais popcorn. Mettez-vous l'Hexagone sur RMC à la télé et duel sur votre ordinateur avec Jab Live sur YouTube. Exactement. C'est comme ça qu'il faut faire son samedi soir pour se préparer à la nuit à Miami avec l'UFC 327. Je te dis, ce week-end, t'es mal barré, Aldric. Ouais. Je te le dis tout de suite. Donc, c'était les gros rendez-vous du MMA français pour ce week-end du 10, 11, 12 avril 2026, c'est énorme. Et comme on est sur le MMA français, on vous l'a promis il y a quelques temps, on a enfin pu recevoir les images. On va regarder mes cousins là. Best-of. On va regarder le France-Italie en MMA League Elite. C'était le 28 mars du côté d'Auxerre, match international, comme on avait eu le France-Hongrie remporté par les Français il y a quelques semaines. Et c'était une nouvelle fois un match. En plus, ils étaient déjà affrontés l'année d'avant. Je crois qu'il y avait eu un France-Italie déjà. Alors, on va vous proposer les images. On va se faire une nouvelle fois magie du montage. On va faire un petit cut et on se retrouve avec l'ordinateur pour vous ayez les images. Et on va vous commenter ça. 24 minutes d'images. Il n'y a eu qu'un seul sur les 9 combats qui a été en finish. Donc, il y a beaucoup de décisions. Donc, j'ai sélectionné quelques moments de chaque combat pour qu'on observe des trucs sur tous les Français et puis les Italiens. Parce que les Italiens, Aldric, sur la lutte, le travail contre la cage, ça progresse. Le grappling globalement, ils m'ont impressionné. Parce que c'était pas qu'un seul mec. Tous. Non, ça progresse. Ils étaient tous très forts et avec des game plans bien ficelés là-dessus. Et ils ont vraiment embêté l'équipe de France. On ne vous donne pas le résultat final si vous ne l'avez pas. On va vous le décrypter avec ces images. Mais très grosse soirée, très haut niveau sur ce plan-là du côté des Italiens. Et
Puis les Français étaient pas mal aussi en répondant. On lance ça, on coupe, on se retrouve avec Lordi Aldric et c'est parti pour le France-Italie, match international amateur. Et hop, magie du montage et de Justine. Nous nous sommes Aldric. rapprochés. Nous nous sommes rapprochés, l'image est là. Donc les images de cette rencontre internationale France-Italie, je le disais, c'était le 28 mars à Auxerre. Au programme, 9 combats, c'est simple. La première équipe qui en gagne 5, eh ben, elle a gagné, la rencontre. Chacun a un trophée, donc on récupère le trophée de l'autre, en fait. C'est le principe de ces rencontres des MMA League Elite. Donc on va lancer, on vous a mis un petit bout de chaque combat. On vous a pas tout mis, bien sûr, parce que, je l'ai dit, il y a eu 8 décisions, donc ça aurait été quand même très très long de tout mettre, Aldric. Mais vous avez au moins un petit bout de chaque combat, et on va commencer par Quentin Almadou, qui est du Tactical Fight Team du côté de Toulouse, contre Francesco Calandra. On est chez les Bantams, on est à moins de 61. Et on vous lance ce combat. On est dans le 3e round déjà, qui était le round, je trouvais, le plus intéressant à vous montrer. Aldric, tu commentes comme d'habitude ce que tu veux. Je l'ai dit en intro, il y a eu tout le long un gros travail de lutte et contre la cage des Italiens. Ouais, tout de suite. Super single leg qui est défendu, mais façon un peu, pas à l'ancienne de la part de Alamdou, mais voilà, il travaille sur le dos sans essayer forcément de scramble, sans essayer forcément de renverser. D'un autre côté, tu sens l'influence quand même du nouveau coach italien qui est issu de la lutte livrée. C'est du grappe, quoi. Tu vois, il y a pas de prise de posture pour faire des frappes un peu efficaces. Les Américains qualifient ça un peu de rabbit punch, tu sais, au niveau de ces frappes qui sont collées. Petits coups qui font pas massivement Voilà. de dégâts, quoi, C'est ça, tu vois. mais Et en qui fait, font du dégât cumulé, comme on dit. exactement. Donc attention, t'as Alamdou qui est dangereux en dessous, qui essaye de renverser avec un crochet. Ouais, la façon dont il utilise quand même ses jambes pour Mais c'est très tenter de grappling, renverser. quand même. Ouais, il y a du bon boulot d'Alamdou, mais en face, c'est solide. Donc C'est ça. c'est compliqué de renverser. Et tu vois, on voit quand même que c'est des combattants jeunes dans leur carrière. Je parle surtout de l'Italien parce qu'Alamdou, il fait ce qu'il peut. Il n'a pas scramblé au départ. Si le scramble, tu le provoques pas au départ, c'est plus compliqué à reprovoquer derrière. Là, on est sur une phase de sol. Mais tu sens que ça veut... peut-être parce que c'est le 3e aussi, mais il n'y a pas de dégâts. C'est Alamdou qui frappe plus que Calandra. Et voilà, ça c'est vraiment une base. On est encore sur du grappling, Alex, là. Le mec n'a pas encore transformé, n'a pas encore fait la transition vers le MMA en provoquant des dégâts. Surtout sur un adversaire qui essaye pas forcément de se relever. C'est là qu'il faut posturer, il faut envoyer des coups de marteau et des frappes un peu intéressantes. Bah, je l'ai aussi mis en fait ce round-là parce qu'on a quasiment vu tout le round. On est parti, il y avait 2,40 et il est compliqué en fait à juger. Là, va y avoir une phase de grande endpoint, voilà, enfin, où il va mettre des coups qui peuvent permettre de faire basculer le round. Mais c'est des rounds où quand tu as des situations comme ça en amateur sur 3 minutes, c'est pas facile à juger. Faut être très honnête. En France, on a des arbitres, bonne ou mauvaise chose, je sais pas, mais on a des juges qui jugent le MMA amateur comme le MMA pro. Est-ce que c'est bien? Oui. Est-ce que c'est bien? Non. Je te dis les deux, en fait. Pourquoi? En fait, parce que on est d'accord que ça, surtout des France-Italie, surtout des championnats de France classe A, c'est fait pour préparer aux IMAF. Donc je pense, moi, qu'il faudrait on s'adapte aux IMAF et qu'on puisse avoir un jugement comme ça se fait dans la compétition. Parce que je vais être très clair avec toi, Alex. Un juge IMAF, là, il met l'italien. Sans aucun problème. Oui, il n'y a pas eu des dégâts énormes. Oui, il n'a pas capitalisé sur la position, mais il y a eu des dégâts. Bah, il va mettre l'italien pour le coup. Ils ont mis l'italien parce qu'il y a eu des dégâts. Il y a eu quand même, notamment sur la fin de round, il y a plus de grande endpoint, il y a du dégât. Donc l'italien mérite, je pense, sa victoire. Et c'est en effet une victoire par décision de Francesco Calandra. Donc on en est à 1-0 Italie. On passe au deuxième combat. C'est Tristian Moro du MNCL contre Mattia Meini. Cette fois, on est en featherweight en moins de 66 kilos. Et on se retrouve dans le deuxième round parce que on va être sur le seul combat de la soirée qui va se finish, Aldric. Donc je te propose la séquence avec... On a l'italien, on commence cette séquence avec l'italien qui est dans le dos contre la cage. Ouais. Prise de dos un peu à la volée. Et voilà, tu vois, un bon travail pour faire péter le crochet de la part du Français. On va voir tout ce travail. Travail un peu de scramble contré. Exactement. Et là, tu sens pareil, hein, c'est un bon travail de grappling qui fait hein, l'Italien, mais très bien contré par Moro, qui reste au-dessus. Ouais, je t'ai proposé toute la face parce qu'on voit tout le travail de Moro pour
retrouver une position avantageuse et pouvoir en profiter. Pour moi, tu vois, la position moi, j'aurais pas changé. La position qu'il avait là, avec le genou au milieu, c'est pour moi une position plus solide que la monte. Euh, Et là, tu vois, pareil, du coup, il enlève une position favorable pour repartir sur une position où il donne le crochet de la monte à son adversaire. Néanmoins, ça lui permet de verrouiller un triangle de bras, un katagatame, Et qui va amener. qui va ajuster petit à petit. Il faut sortir la jambe si possible, même s'il a l'air déjà d'être bien tendu. Il la sort. Il sort la jambe, il vient mettre la pression et je pense que Et voilà. ça Et va ça tape. taper. Et donc, Et- beau travail quand même de Ouais, Aldric, alors- de Tristan alors, Moreau pour aller on est honnête, hein, chercher ce finish. sur le chemin du haut niveau, il y a encore un peu de travail. La position, elle est imparfaite. L'Italien a le temps de mettre un crochet. On est là pour ça. Bien Il sûr. y a du très bon travail. Moi, j'ai bien aimé la transition bras-tête sur le passage de garde. Néanmoins, il faut encore affiner certaines choses et on se prépare au haut niveau. Mais Ouais, bon, bien- c'est le but Ah bah, de c'est- rencontres comme ça. On vous rappelle qu'on passe des combats amateurs ici où ils sont en train de progresser. Mais ouais, il y avait en tout cas la notion de même si tout n'a pas été parfait, bah, les petits trucs à faire comme sortir la jambe là sur la fin, il a Ouais, su puis les faire. il met Ouais. une très grosse pression. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Et d'être il part, rentré comme ça. ça a duré 1 minute 30, mais il part du. Ça part du dos. Quand Voilà, même. il y a un mec dans Donc son dos. l'évolution quand même. est Ouais. super bonne. Il y a un mec dans son dos, donc c'était intéressant par rapport à ça. Je vous préviens tout de suite sur les chronos, parce que des fois, les chronos, petit message à la FMMAF, les chronos sont pas toujours ajustés. Hein. Des fois, ça commence après, ça commence avant. Le chrono, c'est déjà terminé, puis le combat continue encore. Enfin, il n'y a pas toujours une cohérence entre le chrono que vous voyez à l'écran et le chrono qui était dans la salle, en fait. Donc, je vous préviens là-dessus. 3e combat, Mayol Dupas, le français contre Michael Norris. On est en super light, donc en moins de Et on 75 vit les 2 dernières kilos. minutes 30, c'est juste Et ça. on vit exactement la dernière 2 minutes 30. Ça shoot à l'ouvert. Le timing est bon. Et on en revient à ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Le travail de lutte, de grappe et de contre la cage des Italiens. Bah là, Toute la depuis rencontre. 1 an et demi, il travaille Impressionnant. avec un élève de Flavio qui est vraiment, vraiment intéressant au sol et qui est très fort. Qui est très fort. Donc on a Donc là, l'Italien. le shoot à Ouais. l'ouvert est bon. Ça scramble pas. Tu vois, au lieu de se relever sur la cage, pareil, ça travaille au sol, mais avec les jambes, il n'y a pas vraiment de travail. Tu vois, il score quelques frappes, mais en laissant la position à l'Italien. C'est pas ce que je recommande personnellement. Et pareil, tu vois, l'Italien reste très collé. Il verrouille un peu une demi-garde en triangle, qui est une position en fait qui permet pas d'évoluer, qui permet juste de bloquer la position et d'éviter tout ce qu'on peut faire, lockdown et autres demi-gardes dans cette position. Mais oui, c'est pas une position où il peut faire énormément de Non. dégâts, en fait, l'Italien. Il contrôle et Voilà. il contrôle bien. Là, tu vois, c'est ce que je te disais. On revient un peu sur ce format IMAF où c'est un peu lay and pray quand même. On se parle franchement. Même si là, sur la Là, garde voilà. fermée, il y a des automatismes plus intéressants. Et là, il y a un premier gros coup qui est passé, C'est un ça. deuxième qui est passé là. Mais ils sentent que. Je sens quand même dans l'amateur qu'il y a de plus en plus cette évolution à se dire bon, il faut que j'aille faire des dégâts. C'est Non, le dégât qui va en compter garde quand même. fermée, ça frappe, mais en fait, ça devrait pas frapper parce que il devrait y avoir un système de la part de Dupas, un knee shield, une langouste, qui permet de retourner s'asseoir sur la cage. Et attention, hein, je suis critique, mais c'est des jeunes qui apprennent. C'est juste que si on est là pour faire les bisounours et applaudir, il n'y a aucun intérêt d'amener notre expertise. Vous allez le Bien regarder sûr. sur la chaîne de la FMAF et c'est très bien. Moi, je dis juste que dans ces positions-là, il vaut mieux lutter et revenir s'asseoir, et quitte à ce que si jamais il contre cette notion de scramble, tu puisses capitaliser sur une soumission, parce que pour le moment, c'est pas brouillon, mais on va dire que ce que voient normalement les juges, c'est de la top position. Alors là, tu vois, Et l'arbitre on est sur un qui- arbitre français qui Ouais. arbitre comme en pro, heureusement. C'est relevé parce qu'il n'y a pas assez d'activité Ouais, du côté mais de l'Italien. Mais en ça, fait, aux pour IMAF, ça n'arrive pas, Alex. Et c'est aussi pour ça que je t'ai passé cette partie-là du combat, parce que c'est intéressant qu'il ait relevé. Et ça arrivera plusieurs fois pendant cette rencontre internationale. C'est intéressant qu'il ait Ça se finit relevé, debout. Et l'Italien mais, qui touche aussi, mais notamment en contre. pour moi, c'est l'Italien qui gagne ce troisième round. Tout à fait. Et Et, c'est une victoire de l'Italien par décision et qui, je pense, a pris en effet ce troisième round. On passe à Bambo Sima contre Giovanni Parmentello. On est en light cette fois en moins de 70 kilos. Parmentola, tu commences pas à écorcher le prénom de mes cousins quand même. Et Le là, mec, il a tellement faim, il était en train de penser à Parmigiano, le mec. là, c'est pas hyper spectaculaire ce qu'on va voir, mais je trouvais que c'était intéressant. C'est dans le premier Tu nous as round, mis le round 1 là, ok. où c'est un énorme travail de lutte de l'un contre l'autre, debout contre la cage. Et que tu nous expliques, toi, avec ta connaissance de ça, à quel point, en fait, on n'a pas l'impression de voir grand-chose, mais c'est un énorme dépense énergétique et c'est très compliqué ces phases-là où
il faut bien placer sa tête, mettre la pression au bon endroit. En fait, si tu veux, l'Italien a concédé un double underhook, c'est-à-dire que les deux bras du Français sont en dessous et il capitalise bien. Maintenant, la question qu'il faut se poser, et ça, on ne pourra pas y répondre tout de suite, c'est de savoir qui des deux va laisser le plus d'énergie. Parce que Sima, c'est très énergivore ce qu'il fait aussi, à l'image un petit peu de ces Dagestanais qui travaillent avec le genou au milieu et qui font ça plus souple, plus fluide, plus flow, tu vois. Là, il y a une dépense énergétique. Et je te jure qu'Alex, je suis pas persuadé que c'est Parmentola qui a laissé le plus d'énergie dans cette séquence. Parce qu'on sentait une grosse envie de faire tomber de la part de Sima. Derrière, d'ailleurs, regarde, les 4-5 premières frappes, elles sont et le calf kick, c'est pour Parmentola. Ouais, il y a eu un premier crochet de Sima, mais le reste, c'est Parmentola qui a touché mais plus. Tu vois, et d'ailleurs, Sima repart tout de suite collé parce qu'il sent qu'il a parce que plus cet Parmentola aussi, avantage-là. il a les coudes un peu écartés. Il y a du bon body lock du côté de Sima. Il défend bien Parmentola, mais il ne devrait pas donner, tu vois, ses positions. Il a les coudes trop écartés. Et Sima capitalise bien. Le problème, si tu veux, c'est que Sima, il a de la force, ça c'est sûr, mais ça manque encore un peu de système pour pouvoir faire tomber et capitaliser avec un peu moins d'énergie. Et tu as raison, tout ce travail de tête, par exemple, pour mettre la pression sur le corps, il est intéressant. Mais il y a quelques genoux qui passent, mais il n'y a pas assez de dégâts en fait. C'est-à-dire qu'il a cet avantage de contrôle, mais il n'a pas cet avantage de dégâts fondamentalement. Et peut-être que simplement les phases de striking où Parmentola était un peu supérieur peuvent suffire à prendre un round sur la notation. En France, là c'est possible parce que il capitalise sur les frappes. Tu vois, mais Parmentola, aujourd'hui, il a un jeu qui est intéressant parce que il travaille, tu as vu, ça scramble tout de suite, il n'accepte pas la position. Il revient, il essaie de casser la saisie de dos, il baisse son centre de gravité. Et ça, c'est déjà un travail plus proche du travail professionnel, même s'il y a des fautes. Hein. Et là, le slam, il le slam. Par contre, c'est une censure, un Bambo Sima. T'as vu comment le body lock, depuis tout à l'heure, il le lâchait pas une seconde, quoi. Pour enlever là, Bambo coup, de toi, c'est compliqué. Là, du coup, si tu travailles façon IMAF et que tu valorises les takedowns, t'as une justesse. Si tu travailles façon dégâts, tu donnes à qui ce premier round? En fait, moi, sur la valo dégâts, l'Italien, je pense, pouvait l'obtenir. Je pense que la fin du round, entre le slam et un peu le petit grand endpoint qu'il fait à la fin, ça peut me permettre de le basculer côté Bambo. Mais c'est très, c'est très close. Hein. Ouais. C'est intéressant d'ailleurs à juger comme genre de round. Tu vois. Parce que toute la partie de contrôle, Bambo fait pas de dégâts. Attention, c'est pas une critique. Hein. Moi, je pense que la France a raison de faire ça. C'est-à-dire que si tu prépares les mecs pour aller en pro, il faut les arbitrer comme des pros. Mais... Le seul problème, c'est la projection dans le cadre des compétitions IMAF où ils vont être jugés différemment et il y a souvent des déconvenus. Tu vois ce que je veux te dire? Et Bambo fait debout, en effet, dans ce contrôle, fait pas assez de dégâts. Donc, les quelques phases de striking peuvent faire. Après, le slam, il est beau, par exemple. Tu vois, c'est un takedown que tu peux compter en points parce qu'il fait des dégâts même en fait, ce slam-là. Donc la victoire elle reviendra, vous voyez pas tous les rounds mais vous pouvez les retrouver comme disait Aldric tout à l'heure sur le site de la FMMAF. La page YouTube de la FMMAF. Leur page YouTube, il y a toute la carte, les 2 heures, donc vous pourrez aller voir si ça vous intéresse d'aller voir tout le combat. Victoire au final de Bambo Sima du français donc qui 2-2 égalise à 2-2 au bout de 4 combats. On parle sur le 5e avec Adam Zilio contre Simone Ali l'italien. On est en super light en moins de 74,8 kilos et on se retrouve dans le 3e round, il reste 1 minute 30. Les Italiens, ils shootent à l'ouvert systématiquement. Non, mais franchement, les Italiens avaient décidé, on vient et on sait ce qu'on va faire et dans tous les combats, on va le faire. Et c'est intéressant parce que de voir comment les Français essayaient de trouver des solutions. Là, il y a un bon travail défensif de Zilio. Et je pense qu'Ali va y laisser des plumes quand même parce qu'il est très physique sur cette lutte et il ne change pas beaucoup les positions, tu vois. Donc... il reste sur son double où il veut vraiment aller fermer sous les fesses et décoller. Là, il vient une petite variation single, mais tu sens que c'est plus un ajustement en fait il n'y a pas des très très gros setups. Différentes façons de défendre. Tu as vu Zilio qui à un moment va chercher une sorte de Kimura. Enfin, il essaye d'avoir toutes les possibilités. Il frame, il travaille sur la tête, il change la saisie. Donc là, il a réussi à faire cette saisie sous les fesses, mais bien défendu. Encore une fois, Zilio. Et ce que je peux te promettre là, par contre, c'est que en termes de dépenses énergétiques, là, Ali est en train de laisser des plumes. Alors, c'est la fin du 3e. J'ai plus souvenir de qui a gagné les 2 premiers. Et on n'a pas regardé tout le combat, mais on est d'accord que le début, depuis les images qu'on voit, parce que c'est aussi pour ça que je te l'ai passé, Aldric, mais même en étant en position défensive, c'est Zilio qui gagne cette partie de round large. Pas largement, mais il n'y a aucun dégât de Simone. Non, il n'y a pas de dégâts. Et il arrive bien à renverser les top positions en plaçant quelques genoux. En tout cas, sur cette 3e partie de round, il montre une belle défense.
tu as quand même des juges qui vont valoriser la top position, mais sur un jugement équitable de dégâts et conforme au règlement euh, professionnel mondial, ouais, il y aurait peut-être qu'on peut dire que ça manque un peu de dégâts quand même. J'ai envie de te dire, surtout en concédant le takedown à la fin. Si tu te réfères Voilà, si tu tiens compte des frappes et que tu dis OK, les frappes c'est égalité, on se réfère à la top position, il la concède quand même, Ouais. tu vois. Complètement. Et la fin là qu'on vient de voir, le chrono, vous voyez, était déjà à 0, mais il n'y avait pas encore eu le gong final. Ce takedown de fin de combat avec les quelques frappes contre la Peut cage faire basculer le troisième. pour moi, comme il y a très peu de dégâts en fait de l'un côté comme de l'autre pendant très longtemps, ça peut faire complètement basculer. Mais ce combat, il sera remporté par Adam Zilio au final, avec une victoire par décision. Une victoire par décision qui, moi, pour avoir vu tout le combat, te laisse dubitatif. Ça peut se discuter, clairement. Tu vois, moi, sur ce que j'ai vu, c'est pas lui qui gagne. Si je suis italien, j'ai pas de souci à me dire ok, là, on s'est peut-être fait un peu arbitrer maison quand même par les Français. Mais bon, écoute. 3-2 pour la France à ce moment-là, et on arrive au sacré combat, et c'est Sohan Karpaï, le Réunionnais qu'on avait reçu dans Grand Talk contre Andrea Berti. On essayait les Super Welter moins de 119. Je vous ai passé 2 parties de ce combat. D'abord le premier round parce qu'il est intéressant, et puis le troisième qui va être beaucoup plus compliqué. Mais aussi pour voir la qualité de défense de il y a un très gros travail de lutte de Berti. Ouais, une nouvelle fois, les Italiens, il y a du travail de Grand Pan aussi. Grosse défense pour retrouver la garde de Sohan. Un shield pour recomposer un petit peu. Alors, sur le Nishield, moi, j'aurais privilégié se remettre debout. Néanmoins, il préfère faire une garde fermée. Il vient du jiu-jitsu. Il était même champion d'Europe dans sa c'est sûrement pour ça. Dans sa ceinture, Sohan Karpaï. C'est sûrement pour ça. On va voir un petit peu ce qu'il en fait de cette garde fermée. Néanmoins, Berti, tu sens qu'il met les mains où il faut. Hein. Il garde le talon, il rentre bien. Il y a un kick en sortie qui passe. Qui est limite, mais qui passe. Debout, Sohan qui a, on sent que Sohan, il a connecté avec un gros crochet. Il frappe lourd. Ouais, Par contre, Berti, il a des sacrées liaisons. Ouais, et puis ça le reslame encore sur ce takedown. En fait, debout, tu sentais dans ce combat-là que Sohan avait la capacité même de l'éteindre. En fait, si ça connectait, ça pouvait éteindre. Mais très bon game plan de l'Italien, qui malgré le passé grappling de Sohan Karpaï arrive à prendre la mesure sur ces phases-là. En fait, l'Italien, c'est extrêmement intelligent, et puis pour un amateur, on le voit pas tout le temps. Il force Sohan à déclencher en frappant lui en anglaise, et dès qu'il déclenche, il lutte. Et regarde, c'est super intéressant. Il absorbe, il vient lui-même provoquer, et dès qu'il voit que Sohan il rigidifie un petit peu les appuis pour envoyer du sale, il lutte à ce moment-là. En sachant que là, tu vois, je le connais pas, mais de ce qu'il m'a montré, il va pas lutter maintenant. Parce qu'il reste 10 secondes, ça sert à rien du tout, tu vois. Non, d'ailleurs, il va prendre, tu vas le voir, 2 bonnes frappes en fin de round, signé Sohan. Là, il prend un enchaînement 1-2, mais Sohan n'a pas le temps de capitaliser derrière. Sohan, il a besoin de se canaliser encore, parce que c'est trop énergivore ce qu'il fait, et ça sonne, tu peux pas capitaliser. Et on arrive au 3e round, avec une nouvelle fois cette lutte contre la cage, et l'Italien, on va voir, là, ça va être un round très compliqué pour Sohan, et on va voir le travail que va faire l'Italien pour transformer cette lutte en fin de combat, quand il y a la fatigue aussi, en round très dominant, pour le coup. Voilà, il est dans le dos. C'est le 6e combat qu'on voit, Aldric. Hein. Ils font que lutter, t'as vu les Italiens. Ils étaient très au point là-dessus. Donc il va prendre le dos. Ouais, c'est très basique, mais c'est très efficace. Là, il faut réagir tout de suite. C'est-à-dire que sur le crochet, il doit faire soit un grand b-roll, soit essayer de se mettre debout pour checker. Là, il y a une petite erreur de Sohan qui laisse installer 2 crochets. Ça se prole en plus derrière. Donc et là, tu vois, Berti est au point parce que ça capitalise sur les frappes. Et c'est extrêmement intéressant. Capitalise sur les frappes. Derrière, quand les frappes font que Sohan doit aussi se défendre en se retournant, on a ses crochets, on reprend le dos. On va chercher, tu as vu une première tentative d'aller chercher l'étranglement qui n'est pas passé. Là, il se prole en fait pour être sûr que Sohan ne va pas se relever. Et c'est excellent. Là, il y a beaucoup de maturité de la part de Berti. On voyait, c'est ça. Moi, je voyais pour ça que je t'ai passé 2 parties de ce combat pour voir quand même que le Berti, c'était un gros adversaire pour Sohan dans cette cage. Ça ferme en triangle de corps, même si la jambe droite est à l'intérieur, on s'en fout. La frappe pour mettre l'étranglement, même si ça finit par sortir côté Sohan. De gros cœur derrière de Sohan sur cette fin de round, vous allez voir, parce qu'il lâche pas à la faire. Alors, on est sur un round très dominant. Ouais, puis il est vraiment... Franchement, Alex Berti est au point. En grappling et en lutte, d'ailleurs. C'est pas mal. Hein. Attention à ce Berti, il faudra surveiller sur les championnats du monde, mais il est très au point. Et il a un grappling très adapté au MMA, où là, il est vraiment dominant, il enchaîne des frappes, il score. C'est pas mal du tout ce qu'on voit. Oui, et qui commence déjà à être
prêt pour aller faire du dégât chez les pros. Hein. Là, Ce genre de MMA là. très- Même là, dans le dos, dans cette Ouais. position, il frappe, il sait le dégât, je sais. Toute opportunité, Berti, il la prend. En termes de maturité, c'est un des athlètes les plus aboutis qu'on a vu depuis le début de cette retransmission. On sait que c'est le 6e combat, celui-là. Et ouais, c'est abouti ce qu'il fait. Je Et dis il pas avait- que c'est le plus fort, hein. Et il avait une Ouais, grosse c'est- expérience. c'est- hein. c'est- Si vous allez regarder l'expérience amateur, il avait une plus grosse expérience que Sohan Karpay, pour le coup. Ouais, c'est abouti ce qu'il fait, hein. Ses transitions sont bonnes, il frappe quand il faut, Mais il travaille sur la position quand il faut. C'est extrêmement abouti. Sohan aura du cœur et va donc ne pas lâcher l'affaire jusqu'au bout de ce round, mais ce sera une victoire par décision de l'Italien. Décision partagée selon ce qui avait été annoncé, alors que pour moi, pour le coup, elle était assez claire côté Berti. Mais on sait que Sohan, c'est un guerrier, donc on le verra revenir. Je l'ai eu par message. il- Je l'ai eu par message et je pense que cette défaite va plus le faire évoluer Ouais. qu'autre chose. Tout à fait. On sait qu'il a cet esprit-là et il lâchera rien. Et vous pouvez retrouver sa grande interview chez nous, chez Grand Talk, où il explique tout son parcours qui est très inspirant. Aux combattants venus de l'île de la Réunion, on passe au 7e combat. On est donc à 3-3. Donc tout va se jouer dans les 3 derniers combats, Aldric. Et c'est Judy Clarence Bonsang, le français, qui est toujours en vert comme d'habitude, donc là à la droite de votre écran, contre Brando Di Pietro. On est en super welter en moins de 79,4. Et c'est parti, on se retrouve dans le 3e round. Un sacré gabarit, bon sang, hein. C'est costaud, hein. Il se sert bien du jab, les front kicks, Ouais, il y a ça feinte, ça se déplace bien. En fait, Pareil, là, on voit un peu de maturité quand même, hein, sur le footwork et tout. on est un peu dans les mêmes schémas. C'est-à-dire que là, Bonsang, sur la partie debout, on sent qu'il sait gérer cette distance. Ça boxe propre, hein. Il sait faire ce qu'il va faire. Et bien, l'Italien, il va faire de l'Italien Ouais, depuis le début du combat. ça quoi. manque un poil de feinte juste sur le setup, mais et tu vois, la transformation du single leg. Alors, Bonsang défend bien, mais il n'y a pas de travail sur la tête ni de frame qui sont mises. Du coup, ça empêche pas, ça fatigue pas l'Italien, tu vois. Le problème, c'est que défendre, quand je parle de défense active et proactive, ben c'est ça. C'est-à-dire que active, c'est que tu te contentes de défendre, et proactive, c'est que tu essayes de renverser la position, au moins tu fatigues. Et le fait de ne pas pousser sur la tête, chose qu'il fait seulement maintenant, ben ça fait qu'en fait, l'Italien, ok, il ne te fait pas tomber, mais il te contrôle, et il a le temps de travailler. Donc là, il va passer le lasso tout de suite, tu vois, ou là, il prend la croix, il revient sur le lasso pour éviter le scramble. C'est pareil, c'est abouti de la part de Di Pietro, ça. C'est très abouti. Alors, j'ai pas du tout regardé les 2 premiers. Contrairement à Berti, par contre, il y a peu de dégâts dans ce qu'on voit depuis tout à Oui, l'heure. là, c'est du top contrôle. Ouais. Donc, s'il y a eu des gros dégâts avant, il faut les comptabiliser. Tu Même vois. ce début de round où on a vu les quelques kicks de Bonsang peuvent pour l'instant te mettre C'est ça. Si tu prends sur le critère dégâts, le round à Bonsang. Pareil, est-ce que vraiment Ils étaient il en fallait, lutte, il fallait projeter ou il fallait essayer de reboxer? chacun, ils étaient relous. hein. Je te le dis, les Italiens, tout Mais je te le long dis, de la soirée. Et c'est pour ça que tu as 8 décisions aussi, parce qu'ils sont tous venus avec aussi ces game plans-là. Mais tu sais, On vient, on colle, à on un lutte. très haut niveau, l'arbitre ce qui que font resépare. ce que font les Ouzbeks, c'est un peu ça aussi. Hein, ce Bien que sûr. font les Russes quand ils combattaient, en tout cas les Dagestanais. Ça les prépare bien au haut niveau d'avoir cette volonté d'amener le combat là-dedans. Et la saisie de la jambe, enfin, tu vois, ils profitent de toute opportunité pour venir coller ça. On a vu l'arbitre séparé, d'ailleurs peut-être un poil tôt, parce qu'il y avait encore quand même un peu Évidemment. d'activité, et l'arbitre a séparé. Et là, l'Italien, il refait, ce que je dis, c'est... Mais là, il y a une bonne défense, il y a un scramble avec la guillotine. C'est pas inintéressant ce que fait Bonsang, hein. Il y a pas mal de maturité, hein, sur sa façon de défendre. Il y a des détails encore, notamment les frames sur la tête et tout ce qui va avec, mais il y a de la maturité et il s'affole pas, Bonsang. Non, en face, il y a de la puissance physique, on le voit hein, quand il le soulève comme ça, mais tu vois, même cette tentative de guillotine qui est très rapide, okay, mais au moins, il tente quelque chose dans ce coup-là. Là, la fin de round, l'Italien qui, pour moi, pour l'instant, ne faisait pas basculer, tu commences à pouvoir plus réfléchir parce qu'il y a ses coups. Enfin, il commence à faire du dégât et à se dire, bon, il faut peut-être que... Il y a le Kimura, Il y a la Kimura, il y a voilà. le Kimura grip et la Kimura derrière. Et sur Et une il fin... finit fort sur les frappes quand même. Ben, moi, je suis pas loin de pouvoir le donner à Bonsang, quoi, ce round-là. Ouais, Sur attends. la- Vu comment il finit, Oui. ouais. Avec les frappes de début, et comme l'Italien fait pas de dégâts, Alex, le vrai scoring, là, c'est de favoriser Bonsang qui fait des dégâts. Aux IMAF, je suis pas sûr de ce qu'ils auraient fait. t'as raison. Et de toute façon, c'est pas nous qui jouons les IMAF. Donc, mais c'est un round que je peux donner à Judy Clarence Bonsang. Sur le combat total, c'est Judy Clarence qui va s'imposer par décision partagée une nouvelle fois, celle-là aussi très contestée par les Italiens. Et je peux les comprendre quand tu vois le combat en entier, pour le coup. Mais ça me dérange pas de mettre le 3, ce qu'on vient de voir, à Bonsang. Et les 2 premiers, ils étaient pour... En tout cas, on passe à
4-3 pour la France. Et les deux premiers, ils étaient plutôt pour l'Italien, tu Bah, penses j'aurais plutôt eu tendance à pouvoir les mettre, mais c'est quand même très serré. Mais je comprends que les Italiens aient pu contester ce résultat-là. On arrive au 8e combat, c'est Abdou Igneff. Match de match, là, où t'égalises ou Exactement. tu perds. Si la France gagne ce combat-là, on a gagné la rencontre. Il y aura quand même le dernier combat au cas où, mais on peut gagner la rencontre sur ce combat-là. Abdou Igneff, le français de la team TFS, French Savagerie, qui ont passé un clin d'œil, contre Federico Rotono. On est en fait. Rotoni, Moi, j'ai Rotono sur ma fiche. guarda. Ah, bah alors c'est moi qui ai mal écrit. Eh, c'est mes cousins. C'est On vrai, que respecte. c'est vrai que c'est écrit en gros sur l'écran, comme ce disrespect envers les Italiens. On est en featherweight, en moins de 66. Et là, moi, je te passe le premier round parce que j'ai beaucoup aimé le premier round. Allez, de montre-moi Abdou ce Igneff, premier round. notamment parce que c'est différent de tout ce qu'on a vu depuis le début. Tu vas avoir un gros travail de kick et de casser vraiment les appuis de l'Italien. Et quelques phases sur du scramble aussi au sol, la façon dont il va arriver à retourner une position notamment. Je trouve que j'ai beaucoup aimé les choses J'aime bien la que j'ai vues maturité chez Igneff. d'Igneff. Allez, Oui. regardons ça. Et puis autre chose que ce qu'on a vu aussi. Justement pour contrer un peu aussi ces Italiens qui collaient, cette grosse utilisation de différents kicks. Et tu vois, c'est intéressant. Là, la maturité, c'est pas la même. Il met une frame tout de suite dès que ça rentre. Il repousse avec la main, il recule. C'est. Ouais. Là, il y a. Bon, après, c'est en début de round aussi. Il faut voir ça un petit peu plus tard. Mais là, il y a un vrai travail. Il y a une anti-lutte, là. Quand il rentre, il sait ressortir tout de suite. Enfin, tu vas pas prendre ce risque-là une nouvelle fois. Il varie les kicks, tu vois. On a vu des lows, on a vu des middle. Attention, on est pas mal italien sur le cadrage aussi, hein. Mais ouais, Encore. ça kick vite, hein. Ouais, ça kick vite. Et Sur l'anglaise, il y a match. Ça Sur kick- et puis ça kick varié, t'as vu. d'Igneff, Ouais. c'est intéressant. C'est une grosse arme qu'il a. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est encore un low kick. C'est pas une arme qu'on avait vue depuis Non, le début non. de la rencontre, tu Je vois. vais te dire un truc, c'est ça pour moi qui lui donne l'avantage. Parce qu'en anglaise, il y a vraiment match. Il est pas mauvais, Rotoni, en anglaise, hein. Mais ouais, Igneff, ça va vite. Et à chaque fois, c'est Là, ponctué par des l'enchaînement kicks. de points, puis un dernier Très kick qui intéressant. fait mal. Et c'est un profil qu'on n'avait pas encore depuis le début de cette soirée, et moi qui m'a beaucoup plu. Alors, l'Italien, Là, pareil, ça défend il va bien. revenir Ça à ce qu'il défend sait, bien. hein. Il a les coudes un peu. L'Italien a un bon timing, mais au niveau de l'exécution, il a les coudes écartés. Et Igneff tout de suite s'en empare. Et t'as Regarde, vu à chaque fois, il met le bras à l'intérieur. Petit Très genou et il intéressant. sort. Les deux phases qu'on vient de voir là, Hyper intéressant. petit genou, il sort. Il a bien pris les bras pour pas se faire trop coller. Parfait. Là, sur les phrases C'est pas mal, Igneff, hein. L'enchaînement pied-point, une nouvelle fois, efficace et qui touche. Un low kick. Moi, j'ai beaucoup aimé, tu vois, la variété de tout ce qu'il a proposé, que ce soit offensivement, défensivement. Sa défense anti-lutte est très bonne, tu vois. Là, le timing de Rotoni est bon et tout de suite, tu vois, il y a un travail sur le menton, il y a un travail sur la tête. En tout cas, il rend la lutte faisable, mais énergivore chez Rotoni et il défend bien. Il y a un peu de pression dans le Wizard avec son bras droit. Et tu vas voir, on va arriver sur je crois, la phase, La si main je me souviens dans bien. le creux du coude pour empêcher Rotoni d'aller chercher ses deux mains. C'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal. Il y a pas mal de maturité. Alors, il change la position. Ok. Ouais, en face, il y a du travail aussi de l'Italien. Donc, tu vois, il est pas tout seul dans la cage Abdou Igneff, mais tout ce qu'il propose depuis ce début de round, très, très, très intéressant. Un bon combattant. Ouais, je vois, hein, c'est assez abouti ce qu'il fait. Ah, par contre, magnifique. Magnifique la lutte de Rotoni. Et tu vois, tout de suite, on n'accepte pas. On n'accepte pas de la part d'Igneff, on se remet debout, on travaille sur la saisie. C'est super intéressant, hein. Ça, voilà. J'ai adoré cette phase-là, quand même. Il a réussi à... Je pense qu'il Il vient, saisit la jambe il a l'air qui il a vient de l'air son dos. il a l'air de venir un peu du sambo, Igneff. Tu nous as mis le troisième Et round non, aussi. une petite phase du troisième round, mais qui est un peu pareil. Regarde comment il sort de ça. Et ce qui lui fait gagner le troisième round pour moi. Le premier, il le prend. Donc là, sur le scramble, il concède la monte. Là, il arrive quand même à défendre, il revient. Hyper intéressant. Ok. Hyper intéressant, tu vois. La dernière phase du round 1 qu'on a vu et celle-là, tu vois quand même Ok. des manières de sortir de situations Ouais. compliquées qui montrent une Ah, grosse il y a maturité Là, il y a du de jeu. talent. Ouais. Là, il y a du talent. Donc Nos Français ont du talent, Alexandre Abenet. Abdou Igneff à suivre, Aldric, de la TFS Team, vraiment. Moi, j'ai bien envie de le revoir parce qu'il m'a montré de très belles choses et Ouais. il s'impose donc sur décision également. Donc la France Ben là, c'est plus- remporte Là, ce- c'est plus logique. ce combat-là, cette rencontre. La France mène 5-3. Donc même s'ils perdent, puisqu'on arrive au 9e combat, le dernier, Mais là, il y a les costauds, là. il remporte ce combat-là et on passe en moins de 93. C'est le dernier de la soirée. Darrell Tchekouteux. Là, pour le coup, c'est eux qui ont mal écrit, je crois. Je crois que c'est TCH. C'est bien Ok. noté. Tchekouteux contre Enrico Gianetta. On est chez les moins de 93, je l'ai dit. Il va y avoir deux petites phases que je vais te passer dans ce combat. Une première sur le round 2, et puis après, on passera sur le round 3. Et notamment sur le round... Alors, c'est les plus lourds, hein, donc ça va y avoir des complications, mais en fait, c'est deux fois où tu vois
que Giannetta est déjà fatigué dès le round 2 et qu'à chaque fois, il va profiter sur une phase de pouvoir retourner le truc à son avantage alors qu'il est. Tu vois que debout, il est pas bien. Là, il y a de la réussite quand même. Hein. Le cross du gauche, il arrive un peu en fin de course et il connecte vraiment pointe du menton. Par contre, même fatigué, tout de suite, tu vois, il sait se saisir du moment Ouais. et se dire, ok, c'est le moment où je dois en profiter et accélérer et faire du dégât parce que le round, je le prends comme ça, en fait. Après, tu vois, c'est ce que je te disais, Alex. Quand c'est des hommes forts, bah, les frappes, par contre, la transition avec la monte et tout, c'est pas mal quand même. Ah oui, il profite très très bien de ce qu'il réalise sur cette moitié de round 2, on va dire, et il capitalise et il prend ce round, tu vois, sur ce petit coup où il réussit à donner, Je suis d'accord où il avec réussit à surprendre, derrière, il en fait assez pour prendre ce round, même si, tu vois, on voit debout que tu vois qu'il fatigue, c'est compliqué. C'est quoi. surtout un peu brouillon, on va pas se le cacher. C'est très brouillon. Giannetta a eu quand même énormément de réussite d'aller chercher ce crochet du gauche. Là, il est pas loin de prendre un coup de genou quand il shoot dans les jambes. Par contre, il s'arrête pas, c'est un tractopelle. Hein. Non, mais toute la soirée, les Italiens, Ouais. les mecs qui sont arrivés, ils ont dit, nous, on va lutter. Jusqu'au bout de la nuit à Auxerre, on va lutter. Et c'est pas mauvais le setup. Et tu vois, Tchekouteux, là, il doit passer en mode un peu comme à l'image de son. Là, on est du passé Français au troisième derrière, round. il doit scramble. Là. On est Là, il passé au accepte. troisième round et pareil, malgré cette fatigue de l'Italien, il fait le petit effort en plus qui fait basculer le round pour lui Ouais. et où il prend l'avantage. Ouais, le scramble est pas mauvais. Mais La prise de dos, ouais. sans crochet, sans rien au départ. Ouais, il y a la fatigue. Et oui, mais là, Ouais, c'est le coach qui parle. Là. C'est des 93, on est en fin de round Moi, 3, c'est plus compliqué. Ouais. C'est dommage hein, parce que Tchekouteux, il y avait des trucs intéressants, mais ouais, là, il y a la fatigue qui parle aussi. Et oui, et Et il n'a l'adversaire, pas eu de chance parce que il se fait quand même il se fait quand même connecter au deuxième. Ça enlève de l'énergie aussi, ça. même si, tu le disais tout à l'heure, il lâche pas, il continue d'avancer, tout ça, mais C'est fatigant. il est très brouillon quand même. Donc il y avait sans doute la place, tu vois, de ne pas concéder ces deux situations. Ouais. Et il y a aussi de la réussite, ça fait partie du sport, Aldric. Donc il y a cette tentative d'aller chercher l'étranglement qui passera pas, un Tchekouteux qui va Ah, mais ça le met défendre à l'abri jusqu'au pour bout. finir son round. Et puis, Oui, pour moi, il le gagne, hein, ce que tu vas montrer. Les hein. deux fois avec ces deux situations, tu vois, entre le down et là le takedown dont il profite un moment pour aller chercher le dos, eh ben, ça lui donne les rounds à chaque fois. Et donc Donc victoire 5-4. de l'Italien sur décision également. Et la France remporte ce Ouais, 5-4 où on a eu chaud quand même. 5-4. Qui, si ça bascule 5-4 Italie, c'est pas un scandale. Quoi. Ok. Tu vois, c'est pas un scandale quand tu regardes certains des combats. Décidément, en ce moment, il faut être pas être- italien voilà. et compliqué. Faut pas être italien. Il y a eu aussi un France-Belgique le week-end On dernier. commentera quoi la semaine On prochaine attend de recevoir de la FMMF. Et merci à eux de nous transmettre ces images comme à chaque fois, mais qui nous transmettra un best-of également. Donc on les commentera. Je sais pas dans quel épisode, si c'est parce que Aldric et Nerby lundi c'est en public, donc ce sera pas forcément celui-là. Et après le Jab Culture de la semaine prochaine, c'est la fin du top 50. Donc je suis pas sûr que ce soit l'endroit où on mettra ça. Le fin du top 50, il y a besoin de temps pour parler, Aldric, je crois. Il va y avoir des choses à dire. Et des débats sur Des débats houleux. où on place nos hommes du top 10. Ça va être houleux. Donc on verra, mais on vous proposera bien sûr ce France-Belgique et les prochaines rencontres internationales de l'équipe de France. Merci Commencez Aldric. pas à m'envoyer des messages. Justine n'est pas disponible pour livrer des repas chez vous le soir. Donc, c'est pas la peine de m'envoyer ça. Non. Moi, j'aimerais avoir Justine. Justine l'a fait ponctuellement pour Herbie, mais elle ne ramène pas à manger chez les gens le soir. Non, je préfère préciser parce que là, l'émission, elle sort demain. Je vais recevoir. C'est vrai. Et puis, en plus, Justine, comme je dis que Justine. Daily c'était les livreurs indépendants, Justine aurait pu faire ça dans son Virginie- temps libre. Tu vois. Justine n'est pas livreuse indépendante chez Delicity. Elle ne porte pas le sac qui est plus grand qu'elle, finalement, sur un vélo. Tu l'imagines Ouais. sur une bicyclette, là, Justine Tu sais, tu la verrais plus. Il y aurait juste le sac et le vélo. On aurait dit les trucs des chevaliers du Zodiac, tu sais, vous avez leur armure Ouais, dedans. Et c'était exactement, absolument exactement. énorme en Elle avait pierre. là. l'armure des chevaliers. C'est ça. En plus, avec la couleur un peu chevalier du dragon. C'était Aphrodite un peu là, non Non, c'était l'armure verte, parce que là, c'était un peu vert-bleu. Non, Moi, je l'ai plutôt vu bleu, Alex. c'est vrai que c'était bleu, alors c'était le signe. Non, C'était Non, yoga. Le signe, C'était blanc et bleu, ouais, t'as c'était raison. plutôt blanc. Écoute, on est à nos rêves quand même. Shiryu, le chevalier du dragon. Qui était aveugle. Incroyable, qui était aveugle. Et qui, quand même, se faisait remonter le courant. C'est ça. Qui avait un bouclier. Vraiment, les jeunes qui nous écoutent, allez voir les chevaliers du Ah, dragon. c'est Si fort, vous les l'avez pas chevaliers vu, du c'est très très fort. C'est très très fort. Senseiya. Aldric, on se retrouve lundi après un Ouais. énorme week-end de MMA, donc il va y avoir des choses à dire. Ça tombe bien, on sera en public. Il y aura du public dans les studios Recordia à Nice qui pourront débattre de toute cette actu avec nous et puis nous poser des questions à FAQ et on enregistrera également. On a rejugé en public. T'as choisi le combat Non, j'ai pas encore choisi.
On va s'en reparler parce que j'ai plusieurs idées, mais et dès que je le saurai, je mettrai quand même on fera un truc sur les réseaux pour le dire aux gens, que les gens puissent aussi le regarder, pas que ceux qui seront dans la salle avec nous, mais que tout le monde puisse suivre ce combat qu'on rejugera ensemble avec le public. Et après ça, je l'ai déjà dit, rendez-vous milieu de semaine prochaine, jeudi prochain. Top 50, la fin. Qui mettons dans le top 10 all-time du MMA? Aldric comme moi. Qui sera premier pour Cassata et pour Herbinet? Jamais les premiers. Vous le saurez dès la semaine prochaine. Merci beaucoup, Aldric. Justine, merci pour la régie, merci pour le kebab, merci pour tout, définitivement. Et on se retrouve donc dès lundi en public pour un Aldric Herbie exceptionnel. C'est un très gros week-end de MMA. Régalez-vous tout le week-end. À très vite sur Jab Live. Ciao, ciao.